L'être humain, depuis qu'il maîtrise les outils, son objectif, c'est de maximiser son confort, que ce soit la sécurité, la santé, l'aspect social. Peut-être plein de problèmes avec le confort, mais d'un côté, on n'a jamais eu une espérance de vie aussi élevée. Tu changes de posture, tu es en mouvement, tu changes d'environnement, tu changes ta vision. Et ben, tout de suite, tu te sens mieux. Notre biologie n'a pas été faite pour passer en 24 heures de 3 degrés à 30. On aime bien inciter les gens à faire des pauses, sortir, même si c'est marcher 5-10 minutes. En fait, 150 ans, c'est pas assez pour l'évolution pour nous permettre d'ignorer la lumière d'une ampoule et que ça n'ait pas de conséquences sur notre sommeil. C'est trop peu, il faudrait plusieurs milliers d'années. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, avec Meryl, on reçoit Geoff. Tu vas pouvoir te présenter juste après. Comme d'habitude, prenez pas de notes. On va vous mettre un e-book récapitulatif en description pour que vous puissiez prendre toutes les notes. Enfin, justement, on prend les notes pour vous, donc comme ça, vous pourrez les lire. Un épisode qui va être passionnant, qui va parler de problèmes de santé moderne, de la crise du confort. On est trop contents. Ouais. Geoff, comment ça va ? Bah super, et vous? Très très bien, merci. Merci de demander, je crois que c'est le premier qui demande. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Je crois qu'elle est le premier à demander. Merci de votre invitation, en tout cas, je suis pas content. Trop content. Pour la petite histoire, moi je suis tombé sur ta chaîne YouTube il y a 2 ans. Je me suis lancé du coup. Exactement. Ouais, t'as fait quoi, 15 vidéos en tout ? Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais, donc pas tant que ça finalement. Ouais. Par contre, elles ont toutes très bien fonctionné. Ouais. Il est humble, il est humble. Donc on est trop content de te recevoir. On a Merci. un gros podcast à faire, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Du coup, c'est Geoff. J'ai 2 casquettes. En fait, je suis créateur impact. À la base, ça veut dire que je suis avant tout entrepreneur impact. Donc, le milieu de l'impact, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les entrepreneurs qui essayent un petit peu de changer le monde au travers de la santé, du social, de l'environnement. On Donc connaît moi, bien. c'est plutôt la casquette santé à la base. Et il y a 2 ans, je me suis lancé maintenant sur la création de contenu. Où en fait sur YouTube, ce que je fais, c'est que je prends des sujets de santé moderne et en fait j'essaie de recouper l'histoire avec la science pour essayer de comprendre d'où viennent les pathologies modernes. C'est hyper intéressant en vrai. Les sujets sont très 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 intéressants. Merci. Et c'est vrai que c'est souvent des mythes un peu que tu débunkes, qu'on j'aime voit. Et du coup même, genre, est-ce que toi qu'est-ce qui t'a fait vraiment changer, en fait, switcher de ce que tu faisais avant et là pour te mettre dans la santé, t'as eu un problème de santé, Alors en fait, la santé, c'est un sujet qui est chez moi omniprésent depuis toujours, parce que malheureusement, j'ai grandi dans une famille où les sujets de santé sont assez présents, autant physique que mental. Du coup, en fait, quand j'étais adolescent, j'ai ma mère qui est tombée malade, qui a eu une leucémie, en fait. Et c'est la première fois où face à cette révélation, je me suis retrouvé sur Internet à taper leucémie, qu'est-ce que c'est ? J'ai lu je ne sais pas combien d'articles de recherche autour de cette pathologie. Et c'est là que en fait, la passion un petit peu... Bon, au début, je comprenais rien des études, évidemment, parce que c'est très dur. Il faut savoir les comprendre, les décrypter, tout à fait. Mais petit à petit, à force de le faire, en fait, c'est devenu un peu une passion. Et à chaque fois, j'étais aussi un petit peu ce gamin quand j'étais petit du pourquoi ça, pourquoi ceci, comment ça marche. Donc ça m'a jamais vraiment quitté. Ah ouais. Gamin curieux, quoi. Ouais, gamin chiant aussi. Non, gamin curieux, non, moi je pense que c'est une bonne chose. Il faut. Et du coup, ça m'a jamais quitté. J'ai continué ça. Et puis après, moi, le gros changement qu'il y a eu, c'est le Covid. Où, pour la petite anecdote, en fait, quand on a entendu parler pour la première fois du Covid en décembre 2019, si mes souvenirs sont bons, je me suis passionné du sujet en me disant, oh, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc, d'où ça sort, quelle va être la tendance, dans quelle direction ça va. Et en fait, je m'y suis tellement plongé dedans que en février, je me suis retrouvé dans mon ancienne boîte où j'étais manager commercial. Je me suis retrouvé avec mes managers en leur disant les gars, faut qu'on se prépare. Je m'attends en fait à ce qu'on ait potentiellement un confinement comme c'était le cas à ce moment-là en Chine. Et on m'a ri au nez, genre littéralement. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en même temps, oui, c'est vrai, qui tu es. Enfin, pour te permettre de dire ça, en fait, t'en sais rien, t'es pas chercheur, tu n'es rien du tout. Donc, je suis resté tranquillement chez moi avec cette idée. Et 1 mois plus tard, confinement. Ouais. Et le premier mot qu'avait eu mon big boss à ce sujet, il avait dit personne l'avait prédit. Et moi, ça m'avait choqué en disant, enfin, comment ça, personne, il y a 1 mois, je m'en souviens très bien. Et c'était là, moi, mon déclic où je me suis dit, en fait, je crois que ma passion se situe sur la santé. Ouais. Et je crois que j'ai aussi envie d'entreprendre parce que j'avais plus trop envie de bosser pour quelqu'un d'autre, mais plutôt pour moi à ce moment-là.
Et du coup, c'est ça qui t'a amené à vouloir faire des sujets où, enfin, avoir comme thématique de cœur presque la crise du confort. Enfin, qu'est-ce que tu entends par crise du confort en fait? Alors, la crise du confort, c'est un concept hyper intéressant. Moi, j'ai appris ce concept-là avec Daniel Lieberman, qui est un anthropologue américain, qui, lui, en fait, parle de plus de mismatch, donc c'est-à-dire évolutif. Mismatch évolutif, c'est quand l'évolution et la culture créent, en fait, des problèmes plus qu'elles n'en règlent. Mais on parle aussi de crise de confort ou de paradoxe de confort. En fait, l'être humain, depuis qu'il maîtrise les outils, son objectif, c'est de maximiser son confort, que ce soit la sécurité, la santé, l'aspect social. Et donc, chaque invention a permis soit de mieux manger, soit d'être plus sécurisé. Mais il y a un moment dans l'histoire où, en fait, ces évolutions sont arrivées à un stade où le gain, par rapport au problème que ça créait, a eu une bascule. Et donc, ça peut se retrouver à plein de niveaux, au niveau de la biologie, mais aussi au niveau de la psychologie. Au niveau de la biologie, c'est plutôt... en fait, il y a des mécanismes dans le corps, comme typiquement... en fait, notre corps s'attend à une dose d'inconfort pour que notre santé soit optimisée. C'est-à-dire? L'exemple que j'adore prendre pour ça, c'est nos mâchoires. Donc, c'était un des sujets de mes vidéos, je ne sais pas si vous l'avez regardé. La plus vue en plus de la chaîne, si je me trompe peut-être, pas. ou la deuxième, je sais plus. 770 000 vues. J'ai préparé l'épisode. Ah, c'est vrai? Je regardais J'ai préparé l'épisode. Pas mal. Et donc, cette vidéo-là, en fait, j'explique que nos mâchoires, les os de notre corps, reposent sur un signal pour savoir la forme et la croissance qu'ils doivent avoir, c'est la pression musculaire. Donc, typiquement, nos mâchoires reposent sur la pression exercée par les masséters, ainsi que notre langue, pour avoir la bonne forme et la bonne dimension. Ouais. Notre confort a fait que, il y a plus d'1 million d'années, on a commencé à maîtriser le feu. En réalité, la vraie maîtrise absolue, c'était plutôt entre 100 et 300 000 ans, plutôt 100 000. Et ça fait du coup 100 000 ans qu'on continue, enfin qu'on a commencé à cuire notre nourriture. Ça nous a permis de passer d'une nourriture qui était très dure, par exemple si on capturait une proie, la viande qui est très dure et difficilement mâchable, à quelque chose de tout de suite un petit peu plus facile à digérer. En revanche, c'était toujours quand même un petit peu compliqué parce que la viande fraîche, aujourd'hui, en fait, toute la viande qu'on mange, elle n'est jamais fraîche. Elle a déjà maturé depuis plusieurs jours. La viande fraîche, c'est quand même très dur. Ça reste du muscle, donc c'est de la fibre musculaire, donc c'est dur. Le truc, c'est que petit à petit, il y a d'autres améliorations, comme par exemple la révolution agricole, qui a fait qu'on a commencé à manger davantage de céréales, qui a fait, déjà, on constate à ce moment-là une réduction de la taille des mâchoires. Pourquoi? Parce que les céréales, c'est plus facile à manger, donc ça veut dire moins d'efforts musculaires à fournir, donc ça veut dire une mâchoire qui grandit moins. Ce qui est logique, c'est comme si on n'utilise plus les biceps, ils vont Ouais, c'est ça, quoi. forme d'atrophie, mais osseuse cette fois-ci. Ok. Et le plus gros changement de tous, c'est celui dont je parle dans toutes mes vidéos, c'est même ma tagline sur YouTube, j'ai mis « Je n'aime pas la révolution industrielle » ou quelque chose comme ça. Parce que c'est le plus gros changement, en fait, c'est la révolution industrielle, parce que depuis cette période, notre nourriture est vraiment devenue de plus en plus transformée, au point où, en fait, aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus les muscles de la mâchoire, et on a tous plus ou moins la mâchoire atrophiée, puisque plus de 90% des gens en Europe ont des problèmes d'orthodontie. Et ça, c'est dû à quoi? C'est quand la mâchoire n'est pas assez grande, il n'y a plus assez d'espace pour les dents, et donc elles vont continuer de pousser, elles, mais dans moins d'espace, donc elles vont finir par se chevaucher. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment se muscler la mâchoire et tu conseilles d'avoir des aliments durs à mâcher? Ouais, ou tous les gadgets que les mecs utilisent, ça marche vraiment aussi? Alors, c'est pas encore prouvé que ça marche. Honnêtement, moi, de toute façon, mon approche, c'est toujours, si on peut aller au plus simple, donc manger des choses qui sont difficiles à mâcher, en même temps, quelque chose de nutritif, je pense que c'est mieux. Après, honnêtement, je crache pas non plus sur ces produits-là. Okay. Si à terme, on découvre que c'était une bonne chose, tant mieux. Mais typiquement, le meilleur exemple de ça pour moi, c'est le chewing-gum, qui, normalement, se mange pas. Bon, même si je l'ai expliqué dans un de mes shorts récemment, il n'y a pas de danger à manger un chewing-gum, enfin, avaler un chewing-gum. À l'avaler, tu veux dire, ça peut arriver. Quoi. Mais ça peut arriver, c'est pas grave. J'imagine qu'ils ont prévu parce que de toute façon c'est tellement possible que s'ils avaient prévu un chewing-gum qui te tue, bon, vu les normes en France, tu en parlais parce que t'as fait ton produit aussi, ils auraient pas accepté que le chewing-gum existe, quoi. Exactement. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, la consommation de chewing-gum, puisque ça vient de là-bas, est bien plus importante qu'en France, où nous, typiquement dans les écoles, moi je m'en souviens quand j'étais ado, c'était hyper mal vu de mâcher un chewing-gum, donc à chaque fois on lui disait « Ah, ça va te provoquer des aigreurs d'estomac » ou je ne sais quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a moins de problèmes d'orthodontie. Et pour certains chercheurs, c'est dû à la consommation de chewing-gum. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a un effort musculaire davantage, qui est fait en plus, là où nous, on mange constamment des choses qui sont molles. Tu penses que c'est vraiment que sur la densité de la nourriture, mais ou pas aussi tout ce qui est nutriments, dans le sens, là tu parles beaucoup d'aliments durs,
J'avais déjà discuté avec d'autres personnes qui m'avaient parlé de ça, justement, les mâchoires. Ils parlaient surtout des nutriments, qui étaient vraiment manqués de nutriments. Donc, ça pouvait perturber le microbiote, la croissance osseuse, etc. Et donc, du coup, tout perturber la mâchoire. Donc, toi, tu peux le dire ça aussi, que c'est sur les nutriments ? Ouais, là-dessus, il y avait les travaux qui avaient été effectués par Weston A. Price. Je ne sais pas si vous en aviez discuté à ce moment-là, mais c'est un dentiste américain qui, justement, avait été voir chez les... En fait, ce qu'il avait essayé de faire, c'était identifier des peuples où il y avait, au sein de ces peuples, une catégorie de gens qui vivaient de façon moderne et une catégorie de gens qui vivaient de façon ancestrale, peu importe le terme qu'on donne, mais qui du coup avaient un régime cohérent avec ce qui était disponible localement. Et à chaque fois, ce qu'ils constataient, c'était que les populations qui étaient du jour au lendemain passées d'un mode ancestral à un mode moderne développaient en fait des problèmes dentaires. Et lui, clairement, ce qu'il avait vu, c'était le manque de nutriments, parce que la nourriture de plus en plus transformée est aussi de moins en moins riche en nutriments, effectivement. Mais en réalité, c'est un ensemble, c'est toutes ces choses-là. Non, parce que comme aux États-Unis, c'est pas plus ceux qui sont réputés pour être le mieux physiquement. En meilleure santé, ouais. Voilà, en meilleure santé. On pourrait se dire, est-ce que du coup, juste manger des aliments durs suffisent, ou est-ce qu'il faut aussi, pour avoir par exemple une belle mâchoire, manger des aliments avec des bons nutriments? Mais du coup, tu viens de dire que sans doute, les deux, quoi. Et du coup, tu conseilles quoi comme aliment? Est-ce que par exemple, je suis là, je mange mes carottes crues avant chaque repas, c'est bon? Ou tu vas dire, par exemple, même les pâtes, faites-les bien al dente? Qu'est-ce que tu vas conseiller? Alors moi, j'évite de donner des conseils comme ça. Parce que moi, je considère que même dans mes vidéos, en fait, quand à chaque fois on me dit « Ah, mais du coup, quel conseil t'as envie de donner ?» Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment exprimer l'histoire, donc raconter, en fait, comment on en est venu là. Par contre, j'évite de donner des conseils directs parce que je considère que c'est pas mon rôle. En tout cas, sur ces sujets-là, je suis pas assez informé, à mon sens, pour donner des conseils aussi directs sur l'alimentation. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, pour la mâchoire, par exemple. Moi, je suis stressé, donc je serre la mâchoire naturellement. Okay. Non, alors c'est hyper intéressant parce que justement, il y a un autre sujet par rapport à la mâchoire et la crise du confort, c'est lié à la respiration. Où, en fait, si on a un nez, c'est pour de bonnes raisons. C'est que respirer par le nez, c'est plus optimal parce qu'à chaque fois qu'on inspire par le nez, ça va l'humidifier, ça va le désinfecter, le purifier, merci, parce que en fait on a du coup dans les sinus de l'oxyde nitrique qui est là justement pour éliminer éventuellement certains pathogènes. Bref, c'est la façon optimale dont on doit normalement respirer. Le sujet, c'est que depuis une bonne centaine d'années, en fait, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui respirent par la bouche et qui en fait, pour plein de raisons, ont de plus en plus surtout de mal à respirer par le nez. Donc moi, typiquement, ça m'a concerné directement. Pourquoi ? Parce que je suis né avec une déviation nasale. Déviation nasale qui a fait que j'ai toujours eu du mal à respirer en fait, avec une de mes deux narines. Ça a alterné toujours un petit peu. Parce qu'après, il peut y avoir différentes déformations. Est-ce que c'est un S ? Est-ce que c'est un C ? Le septum peut changer de forme. Donc soit on respire mal d'un côté, soit des deux. Enfin, il y a plein de différences là-dessus. Toujours est-il que quand tu as une déviation nasale, c'est hyper dur de respirer par le nez et donc tu vas avoir tendance à davantage respirer par la bouche. Quand tu respires par la bouche, ça veut dire que ta langue, qui devrait naturellement être placée sur ton palais, la voûte palatale a littéralement la forme d'une langue et c'est pas du tout un hasard, c'est parce que c'est la langue en fait qui forme cette voûte palatale. Et d'ailleurs les problématiques, parce que j'ai parlé là des dents qui se superposaient au niveau de la mandibule, mais en réalité les dents qui se superposent aussi au-dessus, c'est aussi courant aujourd'hui. Et la raison étant qu'il y a de plus en plus de gens qui respirent par la bouche, leur langue n'est pas collée au plafond, donc elle n'exerce pas cette pression sur les dents qui va faire qu'elles vont se mettre dans la bonne position. Donc moi, si je devais parler d'un truc davantage que l'alimentation, ce serait plutôt la respiration, parce que à cause de tout un tas de problèmes qui sont les allergènes, et justement j'en reviens à la crise du confort, en fait la respiration devient de plus en plus difficile par le nez. Okay. Pourquoi ? Alors, donc, crise de confort, comme j'ai expliqué, notre objectif, c'était à la base de nous apporter davantage de confort jusqu'au moment où il y a une bascule qui se fait. Ce qui, sur le papier, je t'avoue, moi, me fait kiffer avoir plus de confort. Ah oui, parce que, toi aussi. On a tous l'impression que c'est... Mais encore une fois, le truc, c'est que notre biologie repose aussi sur une forme d'inconfort. Pourquoi ?
Parce que, typiquement, notre espèce a 300 000 ans, plus si on compte le genre humain dans son ensemble. Il faut savoir que pendant en fait, des centaines de milliers d'années, on n'avait pas tellement le choix, on respirait constamment l'air extérieur. Entre-temps, on a commencé à construire des maisons. Par contre, ce qui était très bien. Très cool. Là, tout le monde est très content parce que ça nous protège de l'extérieur, ça permet de chauffer davantage, etc. Ça, c'est génial. Mais est arrivée une bascule. Laquelle, en fait, dans les années 60-70, il y a eu la crise de l'énergie qui a fait que chauffer son foyer devenait de plus en plus cher. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a vu le jour ? L'isolation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, nos espaces sont de plus en plus isolés, au point où maintenant ils sont parfaitement isolés, au point où ce sont littéralement des boîtes hermétiques. C'est-à-dire que même là, dans cet espace, j'aurais peut-être dû ramener mon capteur de CO2. Je suis prêt à parier en fait qu'il y a nous, on expire de l'air, et je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'air qui rentre dans la pièce pour renouveler cet air que nous, on expire. Donc là, tout l'air qu'on expire, nous, c'est du CO2. On ingère de l'oxygène, on expire du CO2. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de source extérieure, la pièce va petit à petit augmenter en CO2. Et c'est des plaignants en oxygène, mais en réalité, le vrai sujet, c'est le CO2. Et donc, c'est pour ça que je parlais de crise de confort dans ce cas-là. C'est que le sujet, c'est qu'on a voulu isoler nos maisons davantage parce que c'est plus confortable, parce qu'on peut davantage chauffer, on peut les conserver une température qui est confortable. Le problème, c'est que du coup, on est de moins en moins... nos espaces sont plus suffisamment aérés. C'est encore pire si on se met à cuisiner, c'est encore pire si on peint dans la pièce et qu'on n'aère pas, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on cuisine, ça va libérer un certain nombre d'aérosols qui vont se retrouver en suspension dans l'air et qui, à chaque fois qu'on va respirer, vont se retrouver dans nos poumons. Pourquoi je parle de ça en lien avec la respiration ? Parce que depuis les années 60-70, c'est là qu'on constate une nette explosion même des allergies. Et de tout un tas de pathologies autour de la respiration qui font que ça rend justement la respiration par le nez de plus en plus difficile et de plus en plus de gens respirent par la bouche. Et juste par exemple d'aérer chez soi, ça suffit pas pour enlever justement tous ces allergènes, ces toxines que tu peux avoir au quotidien ? Si, absolument. Alors, aérer, c'est essentiel, parce que, en plus, c'est fou, les gaz ont vraiment cette tendance, quand il y a une source, à s'homogénéiser. Donc, si on aère, si on ouvre la fenêtre, en quelques minutes, tout va s'homogénéiser, de sorte à ce que tu aies en fait autant d'oxygène que si tu n'avais jamais été dans la pièce. Donc ça, clairement. Par contre, le problème, c'est que ça va extrêmement vite. J'aurais dû penser à prendre le petit compteur parce que c'est vraiment hallucinant. On fera la V2 un jour et tu l'amèneras. Plaisir. Et c'est vraiment hallucinant parce que typiquement, quand tu prends le métro, tu vois le taux de CO2 dans la rame qui augmente à une vitesse. Sous terre, j'imagine que. Mais est-ce que du coup, finalement, tu dis que c'est un problème. Est-ce que c'est un vrai problème si je laisse ouvert les fenêtres de 8h à 18h et qu'au final ça se renouvelle ? En hiver, tu risques de douiller, quoi. Je suis d'accord, on le fait un peu moins en hiver. Est-ce que peut-être ce qui compte aussi, c'était cette notion de courant d'air ? T'es par exemple, nous, dans un appart. Absolument. Avant, c'était pas possible de faire courant d'air. Ouais. Déjà, c'est problématique, je suppose, parce que s'il y a un courant d'air, ça peut circuler plus rapidement ? Non, justement, c'est ça qu'il faut rechercher. Et donc, tous les experts, quand on fait appel à un chauffagiste qui fait les choses bien, en fait, lui, son objectif, ça va être de calculer le débit, le volume d'air entrant et sortant nécessaire dans chacune des pièces. Et donc, il va mettre la bonne trappe à chaque fenêtre. Et potentiellement une VMC ou un système, je ne sais plus comment on appelle ça, un HVAC, un truc comme ça en anglais. Probablement. Où ça va permettre de filtrer en fait tout l'espace. Mais ça doit être proportionné par rapport au nombre de gens qui vivent dans le logement, puisque plus on est, plus on expire. Et par rapport à la dimension de la pièce et par rapport aux différentes entrées, parce qu'aussi, il est préférable que les entrées... si je me trompe pas, soient plus basses que les sorties, ou inversement. Bref, ils diront ça mieux que moi, mais en tout cas, il y a une bonne circulation à réfléchir. Ok, donc la VMC peut être une option, mais tu vas me dire peut-être que du coup, il faut que ce soit bien fait pour que ça soit proportionnel au nombre de personnes. Et c'est vraiment l'accumulation de toutes ces toxines, entre guillemets, ces allergènes, qui vont créer des problèmes modernes, du coup, les allergies. Oui, tout à fait. Parce que du coup, le corps n'arrive plus à bien éliminer autant qu'il devrait s'il n'y avait pas eu autant d'accumulation. C'est ça. En fait, il faut imaginer que si tu es dans un courant d'air, à chaque fois que tu expires, ce que tu expires va partir dans le courant d'air.
Tandis que si tu es dans une boîte hermétique, là, imaginons tu me mets dans un gros tupperware, à chaque fois que je vais expirer et que je réinspire, je vais réinspirer ce que je viens d'expirer. Ouais. Et donc, tous les allergènes que je viens d'expirer, je vais les réinspirer. Et donc, ils vont en fait s'accumuler au niveau des poches dans les poumons. Et c'est là que ça crée des réactions inflammatoires et les allergies et compagnie. Ok. Je me fais l'avocat du diable, tu vois, mais je me dis, est-ce que quelqu'un qui se connaît pas trop en santé, il dézoome et dit, ok, il y a peut-être plein de problèmes avec le confort, mais d'un côté, on n'a jamais eu une espérance de vie aussi élevée. Ouais. Donc, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que en fait, on n'est pas en train de faire des fausses alertes, ou est-ce qu'en fait, il y a des vrais problèmes derrière tout ça? Parce que tu vois, moi, je me dis, je suis un mec qui découvre le podcast, je me dis, bon, en vrai, j'aère un peu. Allez, j'aère plus que prévu. L'hiver, je me force, je mets un gros pull chez moi pour aérer. Est-ce que finalement, c'est un vrai problème? Toi, qu'est-ce que tu dirais à ça? Ouais, c'en est un carrément, parce que je pense que tous les influenceurs aujourd'hui, tous les créateurs de contenu au sens large sur la santé, qu'on soit d'une équipe ou d'une autre, à chaque fois on parle surtout de rétablir en fait son environnement sous une forme ou sous une autre pour que ce soit plus en lien avec notre biologie. Donc je pense que quand on parle de sport, de posture, de nutrition, de sommeil, en fait tout est lié à ça. L'exemple là, qui me vient tout de suite, c'est justement par rapport à la posture, où typiquement nos ancêtres, pendant le jour, ils n'avaient pas trop le choix, il fallait aller chercher de l'eau, de la nourriture, potentiellement se défendre, fuir. Bref, ils se déplaçaient, parfois ils étaient en train de chercher au sol, parfois ils étaient en train de chercher en hauteur, parfois ils se mettaient à courir. Dans une journée, leur posture variait énormément. Et je suppose que vous avez entendu parler de Major Mouvement qui, lui, se bat constamment contre les gens qui disent « Ah, tu peux pas tenir cette posture-là ». En fait, il a raison, quand on observe la recherche, n'importe quelle posture n'est pas un problème tant qu'elle n'est pas conservée trop longtemps, quoi. Même croiser les jambes, alors qu'on a entendu pendant hyper longtemps que c'était mauvais pour le bas du dos, je ne sais quoi. La circulation. La circulation, en fait, n'importe quelle posture est mauvaise, même debout, même ce qu'on veut, à partir du moment où elle est maintenue trop longtemps, parce que notre biologie repose sur le fait de mobiliser tout notre corps, tous les muscles. Pourquoi ? Parce que tu parlais tout à l'heure d'atrophie, parce que à l'ère moderne, encore une fois, crise du confort, on a maintenant la chance de pouvoir rester dans nos espaces intérieurs. Donc il y a cette problématique de l'air, mais il y a aussi la problématique qu'on est assis quasiment toute notre phase active de la journée, là où avant c'était, je pense, la minorité. Et le souci de ça, c'est que la posture assise va favoriser l'hypertrophie de certains muscles, mais va aussi favoriser l'atrophie d'autres muscles. Et en fait, c'est plutôt cette disparité qui va créer tous les problèmes. Ok. Mais c'est quoi, par exemple, trop longtemps? Est-ce qu'il y a un temps qui a été donné ou... Tu sais, on entend, par exemple, il faut se lever toutes les heures pour bouger et tout. Est-ce que c'est vraiment chaque heure, il faut penser à changer de posture ou... Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Mais honnêtement, je préférais te dire je sais pas, parce que je suis pas sûr. Mais c'est plutôt logique, en tout cas, de se dire qu'on peut changer à peu près toutes les heures, varier entre assis, debout. Donc, par exemple, une personne qui travaille tout le temps debout, c'est pas forcément bon non plus. Ouais, tout à fait. Et je reviens sur l'air parce que c'est super intéressant. Est-ce que du coup, les seuls risques, c'est les allergies? Ou est-ce qu'après, il y a d'autres risques? Parce que moi, j'avais vu une belle étude qui était très intéressante, qui expliquait que plus il y avait de CO2, plus qu'on respirait de CO2, moins on avait une bonne capacité à réfléchir. Et donc, il y avait un lien qui était fait entre intelligence, QI et CO2. Je trouvais ça intéressant. Tout à fait. Quand j'ai fait ma vidéo, ça a été le sujet sur lequel j'ai passé plus de temps à faire de la recherche parce que c'est la partie la plus controversée de ce sujet-là. Une chose est sûre, plus il y a de CO2 dans la pièce, plus les allergènes aussi augmentent, plus le... bref, c'est pas une bonne chose, quoi qu'il arrive, parce que c'est associé à tout un tas de problèmes. Par contre, est-ce que le CO2 en lui-même, imaginons, là j'arrive avec un sac de CO2 et je le relâche dans la pièce, est-ce que ça pose problème? Là, il y a débat. Parce que y a des études qui montrent qu'effectivement, on perd typiquement... à l'extérieur, on va être à 300 ppm, 380 il me semble, de ppm en CO2 constant. Bon, déjà, avec le réchauffement climatique, on a doublé par rapport à l'ère pré-industrielle, mais ça reste assez faible malgré tout pour nos espaces intérieurs, pour la planète, c'est un autre débat. Mais pour nous, en tout cas, dans les espaces intérieurs, c'est OK. Par contre, quand tu dépasses les 1000 ppm, il y a certaines études qui montrent qu'on perd 15% de capacité cognitive. Ce qui est énorme. On est plus lent, on prend pas forcément les meilleures décisions. C'est dingue, 15%. Ouais, mais il y a d'autres études qui montrent pas forcément ces effets-là. Moi, ce que j'ai identifié, mais il faudrait faire d'autres études complémentaires pour valider que c'est vraiment ça. Ce que j'avais vu en fait dans ces études, c'est que la différence, c'est est-ce que l'air stagne parfaitement ou est-ce que l'air est quand même en circulation ? Parce que je pense qu'il y a un facteur aggravant net. Typiquement, en fait, dans les sous-marins, eux, ils n'ont pas le choix. Ils
peuvent pas recycler, ils vont pas ouvrir la fenêtre. Ouais. Donc ils n'ont pas le Compliqué. choix, en fait, ils recyclent l'air, mais en réalité, le taux de CO2 augmente naturellement jusqu'à ce qu'il remonte à la surface. Les capacités cognitives dans les sous-marins, il y a certaines études qui montrent que malgré tout ça joue, mais le truc c'est que les ppm montent à 15 000, enfin des trucs énormissimes. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient carrément à tomber dans le coma à ce stade. Ils Sauf sont que non. habitués peut-être. Donc il y en a qui disent qu'ils sont habitués. Moi j'ai un peu le sentiment, encore une fois à vérifier, c'est mon hypothèse, que c'est parce que dans les sous-marins, pour le coup, certes le taux augmente, mais par contre l'air est toujours en circulation. Parce qu'on est obligé de le faire pulser, l'air, pour qu'il circule dans toutes les pièces. Et ça, je pense que ça joue par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Si ça circule, je pense que c'est moins grave parce qu'à chaque fois qu'on expire, on va prendre une nouvelle bouffée d'oxygène plutôt que de reprendre exactement la respiration qu'on vient de relâcher. Quoi. De toute façon, moi, de mon expérience même aussi, on le voit quand on travaille, quand on sort, mais ça fait tellement de bien au cerveau de l'oxygéner, justement, d'avoir une nouvelle air. Ouais. Déjà, parce que tu changes d'environnement, tu es plus fermé entre quatre murs, tu vois plus grand, tu respires de l'air frais. Même si tu es à Paris, tu dis, bon, il y a pollution. D'ailleurs, je pense qu'on pourra en reparler sur... Il y a des études aussi qui montraient que même si c'est pollué dehors, c'est toujours mieux d'aérer parce que l'air sera quand même renouvelé et tout. Dingue. Carrément. Mais c'est vrai que je trouve que sur les performances, tu le sens direct quand tu sors, Absolument. tu te balades. Parce que déjà, tu marches, donc tu changes de posture, tu es en mouvement, tu changes d'environnement, tu changes ta vision. Et tout de suite, tu te sens mieux. S'il y a aussi peu qu'il fasse, déjà, il fait plus jour aussi dehors qu'entre quatre murs, même s'il fait pas beau. S'il y a un peu de soleil, c'est encore mieux, tu prends ton soleil. Et tout de suite, ça change tout sur la productivité. Nous, on aime bien inciter les gens à faire des pauses, sortir, même si c'est marcher 5-10 minutes, mais même pour la gestion du stress, ça fait du bien. Ouais. C'était rigolo parce que dans les études, ils montraient que plus le taux de CO2 était élevé, plus la créativité diminuait. Donc on partait sur... on avait davantage... on partait sur ces réflexes en fait plutôt que d'essayer de trouver des nouvelles solutions aux problèmes. Et ça me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous aviez entendu ça, mais la Suède est un pays exportateur de musique qui est genre par rapport au nombre d'habitants, je crois qu'ils produisent, c'est le 3e pays à produire le plus de musique dans le monde. Okay. Enfin, à vérifier. Là, j'avoue que je sors ça. Ma mémoire est peut-être pas aussi solide là-dessus, c'était il y a une dizaine d'années. En tout cas, je m'en souviens qu'à l'époque, ce qu'ils disaient, c'était que en fait, c'est parce que les Suédois passent beaucoup de temps à l'extérieur, même pendant le travail, et qu'ils s'inspirent de la nature. Et j'avais vu à l'époque, quand je m'étais renseigné sur le sujet du CO2, que certains disaient qu'en fait, c'est potentiellement parce qu'ils ne sont pas pollués avec leurs espaces intérieurs, justement, et que, comme tu disais, ils ont une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais, qui fait que peut-être ça leur donne davantage accès à la créativité. En tout cas, c'est intéressant. Et tu vois, l'exemple du sous-marin, je trouve très intéressant parce qu'il y a ce côté, du coup, problème moderne, solution moderne. Tu vois, ils ont une bonne capacité d'aération. Est-ce que, du coup, toi, ton avis, c'est de dire, OK, avec tous les problèmes modernes, il y en a plein d'autres, on va y venir petit à petit. En fait, on arrive facilement à trouver des solutions. Par exemple, je prends l'exemple de ton projet dont tu vas nous parler. Tu vois, il y a plein de problèmes, mais j'ai l'impression qu'on a plein de solutions modernes aussi pour solutionner ça, encore une fois. Absolument. Typiquement, là, je suis en train de faire une série sur les réseaux je debunk 100 mythes et ça tourne beaucoup autour du sport. À chaque fois, je retombe là-dessus. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a une phrase dans mes scripts que je mets, c'est que le sport a explosé dans les années 60-70. En réalité, ça a démarré au début du XXe siècle, même au XIXe un petit peu. Mais dans les classes populaires, c'est avec les congés, le temps libre, donc l'après-guerre, en fait, qui a fait la différence où vraiment le sport a augmenté. Et typiquement, pour moi, c'est la raison pour laquelle le sport ne cesse de devenir de plus en plus populaire, c'est parce que c'est une nécessité absolue. On est en train de combler le manque d'activité dans nos professions, puisque nos professions sont de plus en plus passives, entre guillemets, sédentaires, tout à fait. Et donc, on comble avec une activité sportive qui devient finalement un loisir et un hobby plus que quelque chose d'obligatoire. Donc ça, c'est un exemple. Mais effectivement, moi, mon sujet de prédilection dont on n'a pas encore parlé, c'est par rapport à la lumière. Parce qu'il y a un très, très gros enjeu, c'est notre exposition. Pourquoi ? Encore une fois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé à maîtriser le feu il y a 1,5 million d'années. En réalité, la vraie maîtrise a débuté il y a 100 à 300 000 ans. Et ça correspond étrangement au moment où l'être humain a commencé à quitter son environnement pour partir vers d'autres horizons, et notamment vers le nord, où il faisait de plus en plus froid. Donc on peut imaginer qu'en fait il a emmené le feu avec lui, et que ça lui a permis de résister à des climats, objet de confort, ça lui a permis de finalement faire face à davantage d'adversité, donc hyper intéressant.
Ce qui est marrant, c'est que il faut savoir que 100% des êtres vivants, peut-être pas 100%, la majorité des êtres vivants, la majorité des êtres vivants sont Diurne, c'est ça que tu veux dire? non, elles ont en fait à l'intérieur d'elles une horloge interne Oui, qui horloge va biologique. l'horloge biologique, merci, qui va en fait régir à quel moment de la journée est-ce qu'elles sont actives et à quel moment elles sont passives. Donc typiquement, si je suis une souris, j'ai tout intérêt à sortir la nuit plutôt que le jour parce que la plupart de mes prédateurs sont sortis le jour. Donc j'ai une horloge interne qui va me dire, s'il fait jour, reste tranquille, s'il fait nuit, commence à sortir, c'est là que tu vas pouvoir aller chercher de la nourriture. Tu as une bonne vision nocturne, tu te déplaces bien. Nous, l'être humain, on n'est pas exempt de cette chose-là. Sauf que nous, c'est l'opposé extrême de la souris. C'est-à-dire que notre phase active à nous, c'est la journée, c'est même carrément le zénith. Ce qui est assez rare pour des mammifères, parce que les mammifères n'aiment pas trop le zénith généralement. Nous, c'est le zénith. Donc vraiment, on sort au milieu de la journée. C'est pas un hasard si on se réveille en fait en début de journée et qu'on voit notre activité, ou généralement notre pic d'activité au milieu de la journée. La façon dont le corps décide quelle est la phase active et la phase passive, c'est tout simplement par la quantité de lumière qui rentre dans nos yeux. Ouais. C'est la même chose pour la souris, c'est la même chose pour nous. En fait, notre cerveau va en tout temps analyser la quantité de lumière et la couleur de lumière, mais la quantité de lumière qui va rentrer dans nos yeux, ça va envoyer un signal à la glande pinéale qui se trouve juste derrière nos yeux, qui est en fait le centre de ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, qui régit littéralement cette pendule qui fait que à quelle heure tu vas te lever, à quelle heure tu vas être actif, à quelle heure tu vas commencer à te reposer, à quelle heure tu vas dormir. Et on en vient à la crise du confort. On a commencé à maîtriser le feu. Le problème du feu, c'est que ça génère de la lumière. Et donc c'est hyper intéressant parce que faut savoir que l'être humain, par rapport aux autres mammifères, est relativement insensible à la lumière. Dans quel sens? C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la lumière qui va régir nos phases. Sauf que c'est la quantité de lumière. Une souris, très peu de lumière va pouvoir affecter son cycle. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle circadien, j'aurais dû préciser. Circa, ça veut dire autour, et dien, ça veut dire le jour. Donc circadien, autour du jour. Et donc la quantité de lumière va régir les cycles de toutes les espèces. Et chez nous, pour régir ce cycle, la quantité de lumière nécessaire pour modifier ce cycle est assez importante si on se compare aux autres mammifères. Et donc là, on pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à maîtriser le feu, et que le feu a commencé à dérégler un petit peu nos cycles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait un nouveau signal lumineux qui était le feu. Ouais. Donc l'évolution a probablement joué son tour, ce qui a fait que ceux qui étaient perturbés par le feu et qui n'arrivaient plus à trouver le sommeil ont probablement ils ont eu moins d'enfants que... Donc, oui, ils se sont moins reproduits. Moins reproduits, merci, que les autres, que ceux qui, en fait, ont quand même trouvé le sommeil. Ok. De génération en génération, ce qui s'est passé, c'est que le genre humain est devenu suffisamment insensible pour que la lumière du feu n'affecte pas trop son cycle circadien. Premier changement. Ça a duré quasiment 100 000 ans, et ça nous emmène jusqu'à il y a 150 ans. Donc ce changement dont je vous parle nous a duré quand même un paquet de temps. Parce qu'après, nous, on imagine bien, au Moyen-Âge, ils avaient potentiellement une bougie, et encore, c'était super cher, donc en réalité, ils avaient assez peu... Il y a peu de gens qui avaient des bougies. Mais bref, disons qu'à partir de la Renaissance, grâce aux nouvelles technologies, on a eu davantage de moyens de s'éclairer la nuit, et qu'on a pu utiliser la flamme pour vaquer à ses occupations. Mais la flamme, encore une fois, c'est une quantité de lumière qui est assez faible. Par contre, le gros changement qui est intervenu, c'est il y a 150 ans, où il y a M. Edison qui, aux États-Unis, avait lancé la première centrale électrique à but commercial du monde à New York. Et son objectif, c'était de vendre l'électricité aux particuliers, en disant « Regardez cette magnifique invention, comment ça va changer vos vies ». Et la façon dont il a présenté cette invention, c'est en montrant qu'on pouvait alimenter une ampoule, comme celle qu'il y a juste derrière. La problématique avec ça, c'est que, alors déjà, tout le monde a cru que c'était Edison qui avait inventé l'ampoule, alors que pas vraiment. Ça faisait 80 ans que c'était en cours d'invention. Lui, il a surtout en fait commercialisé l'électricité, et que c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais du coup, il a popularisé l'ampoule au point où, en quelques années, absolument toutes nos méthodes, donc on avait la lampe à gaz, on avait quelques bougies, ont été remplacées par l'ampoule. Mais je parle vraiment en quelques années, il y a eu très peu de transformations dans l'histoire de l'humanité, surtout à cette période-là, qui ont changé en un claquement de doigts comme ça. Ouais, okay.
Le gros problème avec les ampoules, c'est que là, on dépasse amplement la lumière qui est générée par un feu ou une bougie. Ouais. Et que nos cerveaux ne savent plus faire la différence entre la lumière d'une ampoule et la lumière du soleil. Et ce qui est hyper intéressant, d'ailleurs je crois que vous en avez parlé dans le dernier podcast qui était super intéressant au passage. Merci. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le mot insomnie existe depuis longtemps. Le mot insomniaque n'existe que depuis le début du XXe siècle. Ah. Je vais même aller plus loin que ça. On dit souvent que New York, c'est la ville qui ne dort jamais. Et en réalité, quand on regarde le premier article de presse qui parle de ça, c'était pas quelque chose de fabuleux. C'était pas en disant waouh, la ville qui dort jamais parce que c'est l'activité constante. Ça parlait littéralement d'un nouveau problème à New York qui est apparu quelques années après qu'Edison ait proposé l'électricité à tout le monde et que c'était adopté en quelques années. En fait, il y a eu une épidémie d'insomnie et le mot insomniaque est né de ça. Où je crois que c'était quelque chose comme un tiers de la ville qui avait du mal à fermer l'œil et à trouver le sommeil. Et donc, comment moi j'interviens là-dessus Tu disais tout à l'heure, effectivement, il existe des solutions. En fait, l'ampoule, c'est pas tellement elle le problème, c'est comment est-ce qu'on utilise nos ampoules. Tu veux dire la puissance de l'ampoule ? Tout à fait. Ok, Et en peut-être fait, aussi le moment. Et aussi le moment. En fait, tout est lié parce que, grosso modo, si je devais étirer le trait, notre objectif, c'est de nous accorder des conditions lumineuses qui sont proches de l'environnement dans lequel on a évolué pendant ces 100 000 dernières années. En fait, 150 ans, c'est pas assez pour l'évolution pour nous permettre d'ignorer la lumière d'une ampoule et que ça n'ait pas de conséquences sur notre sommeil. C'est trop peu. Il faudrait plusieurs milliers d'années au moins. Okay. Et donc, notre objectif, si on ne veut pas attendre que ce soit nos petits-enfants qui puissent on s'en va en sortir. profiter quand même un peu. Exactement. Notre objectif, du coup, c'est que l'éclairage artificiel n'ait plus cet impact sur nous. Et donc moi, c'est là-dessus que j'interviens. C'est l'entreprise que j'ai créée, l'entreprise d'impact dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est Lucky. En fait, j'ai tout simplement mis au point des ampoules, exactement comme celle qu'il y a derrière, ampoules 27, qui, à chaque fois que vous allez appuyer sur l'interrupteur, quand vous les allumez, vont donner l'intensité et la couleur optimale par rapport à notre biologie. Donc en fait, elles vont savoir quelle heure il est et on réfléchit même pas, on allume. On allume et ça donne la bonne intensité et la bonne couleur. Et comme ça n'a pas d'incidence sur notre rythme circadien. Ce que tu disais tout à l'heure, on a tous un rythme circadien, mais un truc fascinant, dis-moi si c'est vrai, mais il dure 24 heures ce rythme. Ouais, quasiment. Quand même... Non mais, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui a dessiné la vie. Quoi. C'est parfait. Tu sais, imagine, il durait 16 heures. On aurait des... Et je trouve ça fantastique, il dure pile 24 heures. Alors, il ne dure pas tout à fait 24 heures. Je crois qu'il dure 23h55. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et justement, ce qui est vachement intéressant, c'est que comme une super pendule qui a été faite par le meilleur horloger, de temps en temps, il va falloir la remettre à droit. Ouais. Et donc, c'est les années bissextiles, c'est ça ? C'est pas avec les années bissextiles que du coup, en on fait, il y a un rattrape... décalage. On utilise du coup les quartz typiquement dans les montres. Bon, pas celle-là, mais voilà, les montres classiques. Enfin, quoique, je pense qu'il y en a quand même. Parce que pour qu'ils gardent l'heure, normalement, je pense qu'il y en a un. En fait, quand tu as une pendule, elle va toujours avoir un petit décalage de, je sais pas, 1 seconde par jour. Et en fait, au bout d'un certain temps, il va falloir que tu remontes ta pendule pour qu'elle donne l'heure. Et nos corps fonctionnent exactement de la même manière. Typiquement, si on allait tous les trois dans une cave, dans une grotte où il n'y a plus du tout de lumière, ni artificielle, ni naturelle, et qu'on y restait plusieurs jours, en fait, tous les jours, on irait se coucher un petit peu plus tôt. Parce que, effectivement, notre rythme circadien n'est pas de 24 heures, mais de 23h57 minutes, quelque chose comme ça. Et que, en fait, notre corps sent signal lumineux. Et d'ailleurs, ce que je vous raconte, ça a déjà été fait. J'imagine que l'expérience a été faite. L'expérience a vraiment été été essayé, toi, ou pas? Non, de passer plusieurs jours dans le noir. Non. On a un pote qui a essayé. Sans façon. Ah, c'est vrai? Mao Brut sur Insta, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Il a passé combien de jours? 9? Ouais, 9 ou 10 jours, je sais plus, dans le noir. Il disait au bout de 5-6 des grosses hallucinations. Waouh! Ouais. C'était quoi son objectif? Se tester. Oh, waouh. Ouais. Ok. Il était frugivore aussi pendant 9 mois. Il a tout testé. Ouais. C'est Mao comment? Brut. Ok, je regarderai. Et donc, en fait, notre cycle circadien a besoin d'être réglé au quotidien. Et la façon dont il est réglé, c'est par la quantité totale de lumière qu'il a reçue en une journée. Donc, c'est hyper important, et là, j'insiste là-dessus, qu'on soit, vous l'aurez compris, peu éclairé en soirée, parce que ça, du coup, c'est le signal de jour. Et donc, vous indiquez à votre cerveau qu'il fait jour, ce qui fait qu'il va complètement arrêter la production de mélatonine, qu'on appelle l'hormone du sommeil. En réalité, c'est plutôt l'hormone du repos et de la réparation au sens large. Et qui va commencer du coup à reproduire du cortisol, qui est l'hormone du stress, mais qui est là en fait l'hormone de l'activité. Et le problème, c'est qu'il y a un dérèglement qui se fait où on ne trouve pas le sommeil, on a un sommeil perturbé, et du coup le sommeil n'est pas suffisamment réparateur, ce qui fait qu'on se réveille et qu'on est un petit peu embrouillé. Donc c'est hyper important, clairement, d'être peu éclairé en soirée, comme ça a été le cas pendant des centaines de milliers d'années. Mais en journée, c'est
à l'inverse, hyper important qu'on soit correctement éclairé. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce signal que repose la bonne correction de justement la pendule, du décalage de quelques minutes. En fait, c'est pour ça que c'est... Bon, alors, les ampoules, le gros avantage, c'est que s'il fait moche, typiquement, vous allez les allumer, elles vont reproduire la lumière du soleil exacte de 7 heures. Donc, typiquement, quand vous les configurez, vous indiquez la ville dans laquelle vous êtes. Donc, imaginons Paris. Elles vont savoir que le soleil a C'est fou. C'est bien fait, hein. Ouais. Putain. elles sont pilotées par ce petit truc, pour info. Et donc, en fait, le hub, qui est un œuf qui est aussi une lampe, pour information, que vous pouvez poser n'importe où dans votre maison, appartement, et après, c'est lui qui va piloter les ampoules à chaque fois que vous appuyez. En fait, lui, il est au courant de la ville dans laquelle il se situe et des heures de lever et de coucher du soleil par rapport à la date. Donc, imaginons... je sais pas, on est le 15 octobre, il va savoir que le soleil se lève à, imaginons, 8h10, qu'il se couche à 19h15, j'ai une grosse bêtise, je ne sais pas du tout. On t'en voudra pas sur ça. Et ce qu'il va faire, c'est que du coup, il va envoyer la bonne commande aux ampoules pour que la couleur reproduise précisément le cycle solaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer sur le orange au lever du soleil, aller progressivement vers le blanc, jusqu'au zénith, et après redescendre progressivement vers le orange jusqu'au coucher. Comme ça, le soir, vous avez que la lumière orange. Wow. Pourquoi c'est hyper important ? Parce qu'il y a la lumière bleue dans la lumière blanche. Donc, je suppose que vous avez entendu que la lumière bleue était toxique. En réalité, c'est pas toxique du tout, c'est essentiel. C'est hyper important. C'est hyper important. Beaucoup de gens font l'amalgame, d'ailleurs, les gens qui ont les filtres toute la journée, nous, on leur conseille plutôt d'activer le soir. Tout à fait. Parce que justement, en journée, tu en as besoin pour que tes yeux captent un maximum de lumière et qu'ils se disent « Ok, là, c'est le jour. » Par contre, le soir, justement, évitez ça. Lumière tamisée, ou il y en a qui mettent aussi des lunettes pour faire un peu genre les lunettes oranges, pour réduire trop de luminosité. Et là, ça devient plus intéressant pour, comme tu l'as dit, activer la mélatonine, être mieux dans un mode repos et pas en mode activation, cortisol et pas réussir à dormir, quoi. Absolument. Parce qu'en fait, la lumière bleue n'est pas toxique du tout. Nos yeux... Donc, tout le monde sait qu'on a des cônes et des bâtonnets dans les yeux qui nous permettent de restituer la vue. Enfin, oui, je dis tout le monde sait, j'en sais rien. On l'a fait en SVT, si tu m'as ramené à des normalement, souvenirs. C'est ce qu'on voit. On a donc des bâtonnets et des cônes qui vont repérer la quantité de rouge, de vert, de bleu, qui vont permettre de reconstituer une image après un contraste, etc. Donc ça, c'est la partie de l'œil qui restitue la vue, qui va directement dans le cortex visuel. Mais il y a un type de cellule qui a d'ailleurs été identifié il y a seulement une petite vingtaine d'années, donc c'est hyper récent à l'échelle de la recherche. C'est ce qu'on appelle des cellules mélanopiques intrinsèquement photosensibles, qui, leur rôle, c'est justement... Je tire le trait, mais grosso modo, d'identifier la quantité de lumière bleue en circulation dans votre œil pour envoyer le signal au noyau suprachiasmatique de dire « je pense qu'on est à tel moment de la journée ». Et donc, quand on dit que la lumière bleue est toxique, en réalité, elle n'est pas toxique, c'est simplement que c'est le signal auquel notre cerveau est le plus sensible. Pourquoi ? Parce que la lumière du soleil est particulièrement riche en bleu. Donc on peut imaginer, c'est pour ça que le ciel est bleu, c'est pour ça que l'eau paraît bleue, on peut imaginer que la raison pour laquelle on s'est spécialisé sur la quantité de bleu, c'est parce que c'était le meilleur signal pour savoir où est-ce qu'on se situe dans la journée. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code CORESPRIT20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Et je ne sais plus pourquoi je veux parler de ça. Parce qu'on parlait de la lumière bleue qui n'était pas nocive et du coup tu disais pourquoi c'était important qu'on en ait. Exactement. Donc c'est hyper important en fait que la quantité de lumière bleue pendant votre journée soit adéquate pour régler votre horloge circadienne. En revanche, c'est hyper important qu'en soirée vous en ayez pas du tout parce que là vous allez commencer à indiquer à votre cerveau que c'est le jour quand c'est la nuit et inversement. Bah déjà bravo. Merci. Bravo, parce que on sait quand on crée un produit à quel point c'est dur, la recherche et tout. Donc déjà bravo pour ça. Merci. Et du coup, est-ce que l'idée c'est que toi, tu conseilles même en journée, en fait, d'allumer les lumières. Parce que tu sais, des fois, on se dit en journée, ça va, il fait jour, pas besoin d'allumer les lumières. Toi, t'es en mode, selon ton exposition, peut-être que si t'es plein plein est, dès le matin, ça peut le faire. Mais à part ça, tu conseilles en fait de vivre avec la lumière tant qu'on est à l'intérieur. Alors, ça dépend clairement de son environnement. Ouais, c'est une très bonne question. Ça dépend de son environnement parce que typiquement, si tu fais du télétravail chez toi et que tu es exposé plein sud, qu'il fait beau,
que la vue est dégagée chez toi, ben, là c'est super parce que tu as la lumière du soleil et c'est amplement suffisant. Il faut savoir que je ne prétends pas que les ampoules remplacent la lumière du soleil. Ah bon? Non, c'est pas possible. La lumière du soleil, c'est des centaines de milliers de lux. Nous, tout au mieux, c'est 800, ce qui est déjà très bien pour le coup. Ouais. Mais le soleil, c'est le soleil. C'est le soleil. Donc, c'est quand même clairement le mieux. En revanche, si vous êtes dans un espace sombre, comme c'est souvent le cas, typiquement ici à Paris, parce qu'il y a de plus en plus de bureaux qui se font dans, par exemple, des anciens garages, où en fait on se retrouve au milieu de la pièce et du coup il n'y a rien à côté. Là, c'est hyper important, effectivement, d'avoir une source de lumière artificielle pour compenser. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport au sommeil, parce que j'aurais peut-être dû le préciser, mais pourquoi c'est hyper important que d'avoir un cycle circadien qui est vraiment hyper centré, c'est parce que c'est grâce à ça que vous allez vous endormir facilement, que vous allez avoir un sommeil réparateur lourd, et surtout que vous allez vous réveiller en pleine forme. À titre anecdotique, moi j'ai toujours eu un sommeil catastrophique avec Terreur Nocturne et compagnie. Depuis que je suis équipé, maintenant chez moi il n'y a plus que ça. J'imagine. Ouais, ce serait bizarre sinon. Et chez moi il n'y a plus que ça, et c'est vraiment hallucinant parce que j'étais ce mec qui dormait 9 heures toutes les nuits, qui se couchait à minuit, 1 heure, qui trouvait pas du tout le sommeil avant. Et depuis que j'ai ça, je dors plus que 7 heures et je me réveille frais comme c'est pas permis. Et vraiment, c'est anecdotique, hein, donc je peux pas faire de mon expérience un truc universel, mais c'est vraiment hallucinant à quel point ça a eu un impact sur moi. Non, mais t'inquiète, on comprend. Nous, c'est pareil pour tous les des compléments. Des fois, on a un impact sur nous. Et généralement, c'est parce qu'on a un gros impact sur nous, sur quelque chose, que derrière, on a ce côté en santé où on veut créer un produit et le commercialiser. Pour Ouais. transmettre Même si tu justement dis, cet voilà. impact aux autres. Parce que comme tu dis, oui, chacun a Un son ressenti différent, ouais. mais ton exemple est très parlant. Et j'imagine que même si toi, il t'a fait gagner 2 heures, si un autre en fait gagner 1h45, il sera quand même très content aussi. Ah ouais, clairement. Bah, typiquement, aujourd'hui, il y a, je sais pas si vous avez des jeunes parents dans votre entourage, mais de plus en plus de gens ont du mal avec leurs enfants qui ne font pas leur nuit. Et c'est pas du tout un hasard. Évidemment que naturellement, nos enfants faisaient leur nuit parce que, enfin, la plupart d'entre eux faisaient leur nuit parce qu'on pouvait pas se permettre de passer la nuit intégrale à gérer les enfants. Surtout, c'était potentiellement un danger. Et un des gros problèmes de l'ère moderne, encore une fois, c'est que les enfants, on les expose à la même artificielle que nous, à la même lumière artificielle, pardon, que nous. Le problème, c'est que leur cycle circadien est infiniment plus susceptible que nous. Donc typiquement, nous, s'il y a une journée où là, vous êtes exposé à la lumière constamment, ça ne va pas avoir de grandes incidences. Le problème, c'est qu'on est exposé constamment. Par contre, les bébés, c'est quasiment instantané. Si vous les exposez à la lumière blanche le soir avant de se coucher, malheureusement, c'est ça qui va aussi contribuer au fait qu'ils n'arrivent pas à fermer l'œil ou qu'ils se réveillent trop tôt, etc. Ils sont plus sensibles, quoi. Ouais. Ok. Du coup, en fait, avec ça, on peut presque travailler, je caricature, mais en sous-sol toute la journée sans avoir ce côté un peu on pique du nez, il fait sombre, et envoyer la bonne information de notre cerveau. Alors ça, justement, il y avait une deuxième partie de réponse tout à l'heure. Je voulais parler de l'importance d'avoir une source de lumière artificielle dans un espace qui n'est pas suffisamment éclairé. On en revient à la crise du confort d'ailleurs, c'est par rapport à la myopie. Pourquoi ? Parce que la myopie, chaque année c'est pareil, c'est exactement comme les problèmes d'orthodontie, les problèmes ne cessent d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui sont myopes. On pense que d'ici 2050, ça sera 50% de la population qui sera myope. Mais il y a déjà des villes où, typiquement à Séoul, c'est 90% des jeunes adultes qui sont myopes à des degrés divers, donc des myopies plus ou moins graves. Et oui, parce que non seulement le nombre de myopes augmente, mais les myopies graves augmentent aussi. C'est-à-dire qu'on trouve des -8, -9, -10. -10, le mec est aveugle, quoi. Non, on peut même aller encore au-delà, malheureusement. Ah, ok. Ouais. Et enfin, par contre, là, il faut des corrections qui sont effectivement. Je pense que tu peux te considérer aveugle dans certains cas. Le sujet, la raison pour laquelle la myopie explose, on en revient du coup sur la crise du confort, c'est encore lié à nos espaces intérieurs. Pourquoi à Séoul particulièrement les jeunes adultes sont de plus en plus touchés? C'est parce que les gens vivent dans des espaces qui sont de plus en plus petits, qui sont de moins en moins éclairés, et qui font du travail de près, de plus en plus près. Ouais, genre l'écran, il est là, quoi. Exactement. Et là où la lumière joue, où c'est hyper important, c'est que la quantité de lumière qui est disponible dans l'environnement va directement jouer sur la distance que vous mettez entre l'objet que vous observez et vous. Typiquement, je suppose qu'on a tous fait cette expérience. Si vous avez votre téléphone dans votre lit la nuit, on va le coller là, littéralement, on va regarder ici. Si vous êtes dehors et qu'il fait plein jour,
vous n'allez pas le mettre là, vous allez plutôt le mettre loin. Oui, on n'est pas comme ça. Exactement. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la quantité de lumière fait que ça change complètement notre capacité à focus sur l'objet. Et plus il y a de lumière, plus on va mettre de la distance avec l'objet. Et ça, c'est absolument essentiel parce que c'est vraiment la proximité de l'objet avec les objets qui provoquent les problèmes de myopie. Et typiquement, c'est pour ça que, en fait, la myopie, quand on regarde historiquement, il y avait très peu de cas documentés avant la lecture. Ouais, Et bah oui. c'est avec l'imprimerie où on a commencé à voir chez les érudits, où il y a littéralement l'image de la personne qui est dans ses bouquins et qui a des lunettes. Malheureusement, c'est pas qu'un flux, j'ai perdu le mot, je sais plus comment on appelle ça. Un mythe. Ouais, enfin un fait divers. Exactement, c'est malheureusement une caricature, exactement. T'as vu, j'en arrive bien à se comprendre. J'ai une mémoire pour les mots, c'est terrible. Faudrait peut-être que je l'explique d'ailleurs, faudrait faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, depuis la lecture, en fait, il y a de plus en plus de cas de myopie. Et par contre, avec l'usage du téléphone, c'est le truc qui a fait exploser le tout. Ouais. C'est pas les télés, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'une télé, on a tendance à mettre une distance. Assez loin en plus. Voilà. Ah, t'imagines, la télé à 1 mètre, ouais. Après, il y a des gens qui le font. Hein. Franchement, ça se voit quand même. Arrête. Ouais, je te jure. Non. Ça J'avais reste vu ça. inconfortable en plus. Ouais. Bah, typiquement, en Asie, justement, ils pensent que ça y contribue parce qu'il y a certains Ok. enfants qui regardent la télé littéralement à 30 cm. Ah, ouais. Mais c'est super intéressant. Et on est bien d'accord, parce que je pense que quelqu'un va au moins se poser la question, donc je l'anticipe. Ça ne remplace pas l'exposition au soleil pour tout ce qui va être sécrétion de vitamine D et tout. Ah non, On est impossible. Non, parce que des fois, il y en a on a la remarque des fois de gens qui disent, par exemple, même l'hiver, j'ai pas besoin de vitamine D. Et les gens disent, parce que moi, je vis dans un endroit éclairé, avec des bonnes lumières. On leur dit, oui, mais attends, c'est pas la même chose. Ouais. Il y a le rythme circadien. Est-ce que ça va agir, le soleil, la vitamine D, la testostérone, la dopamine ? On est Exactement. d'accord que c'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. Ok. Mais par contre, si j'ai la chance de faire grandir l'acquis au-delà de toutes les ampoules, d'ailleurs, on est en train de travailler sur 2 types de luminaires. Suivez-nous, c'est hyper important. Moi, ce serait un de mes objectifs. Ce serait justement de travailler sur cette exposition aux UV. Parce que Genre, ouais, limite, ça sécrète de la vitamine D, ton ampoule. Un terme, ce serait un projet que tu aimerais développer. Alors, ça serait peut-être pas l'ampoule, à voir, ceci dit, parce que les UV, maintenant on le sait tous, hein, c'est un énorme débat, parce que le problème c'est que l'UV, c'est donc une onde électromagnétique qui est au-dessus du spectre du visible, et c'est les premières ondes magnétiques sur le spectre qui commencent à avoir suffisamment d'énergie pour altérer la matière. Il y a bien pire, parce qu'on peut aller vraiment loin sur les ondes, mais en tout cas les UV, c'est les premiers, et il y a une quantité non négligeable du coup qui nous est fournie par le soleil. Faut savoir qu'en fait le corps repose sur les UV pour créer la vitamine D. Ça c'est un truc, ça remonte à l'explosion cambrienne quand la couche d'ozone s'est formée sur Terre. C'est là que la vie multicellulaire est apparue et que la vie telle qu'on la connaît a explosé. D'ailleurs, il y a certains scientifiques qui pensent même que la vie serait pas si rare que ça, parce que là, il y a des preuves comme quoi ce serait potentiellement sur Mars et sur d'autres planètes. Par contre, la vie multicellulaire, ce serait bien plus difficile. Et une des clés de la vie multicellulaire, c'était des choses comme la vitamine D. Et la façon dont les premières formes de vie en fait, ont commencé à créer la vitamine D, c'était exactement de la même manière que la photosynthèse. C'était en utilisant l'énergie du soleil. Donc, elles exposaient des molécules de pré-vitamine D qui, formées grâce au soleil, forment une autre molécule qui après est retraitée par le foie et forme la vitamine D. Mais du coup, il existe une quantité nécessaire d'UV qui dépend énormément d'énormément de facteurs, notre couleur de peau, notre exposition. La saison aussi. La saison. Parce qu'il faut pas oublier que l'été, le soleil aussi est plus fort que l'hiver. Ouais. Et donc l'hiver, si tu te dis, tiens, je suis sorti 1 heure entre le fait que tu es en doudoune et que tu n'as que le visage d'exposé et que le rayon UV est plus faible, ça suffit pas du tout pour avoir ta vitamine D en fait. Oui. Non, mais ça, faut préciser aussi. Absolument. Le soleil, ce qui marche bien l'été aussi, c'est que comme on est en maillot de bain, tout le corps va être exposé. Ouais. Et c'est vrai que quand tu te balades au mois de décembre avec juste un morceau du visage éclairé, c'est clairement pas. Non, mais c'est vrai. Il faut juste l'expliquer parce que je pense que. C'est un bon exemple. T'as complètement raison, et c'était un des sujets de mes dernières vidéos. C'était l'exposition au soleil, justement, en rapport avec les cancers de la peau. Ah oui, on allait te lancer là-dessus. Donc. Ouais. Ah, c'est vrai ? Et juste avant de finir, est-ce que tu trouves que les lunettes aussi, c'est bien ? Tu sais, les lunettes qui mettent un filtre rouge. Là, le problème, c'est que du coup, en un claquement de doigts, tu changes complètement de température, de lumière, parce que si je comprends bien, que tes ampoules, c'est crescendo.
Là où quand tu mets des lunettes, tu passes de clair à sombre en un quart de seconde. Ouais. Peut-être que ton cerveau, il a pas le temps de tout comprendre, c'est ça? Alors moi, je suis un fervent défenseur des solutions les plus simples, parce que vraiment l'objectif, ça a été conçu de telle manière à ce qu'une fois que c'est mis en place, chaque fois qu'on appuie sur l'interrupteur, c'est ok. automatique. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se poser la question est-ce que j'ai pensé à mes lunettes, etc. Pourquoi? Parce que moi, ça serait impossible, parce que j'ai pas de discipline, donc je pourrais pas faire ça. Il me faut quelque chose d'automatique, sinon ça ne marche pas. Donc moi, c'est vraiment la chose à laquelle je crois, parce qu'il faut qu'en fait nos environnements pensent à nous d'abord, mais pas nous qu'on cherche à s'adapter à nos environnements. Il faut adapter l'environnement, lui, directement. Et par rapport aux lunettes, c'est un très très gros débat. Pourquoi? Moi, je m'étais posé la question, est-ce que c'était la direction que j'avais envie de prendre quand j'ai commencé à bosser sur ce sujet de la lumière. Et à l'époque, il y avait un très gros débat sur la communauté scientifique, sur l'usage. Est-ce que c'était la bonne façon? Est-ce que c'est là où on a les meilleurs résultats? Bah, pas forcément. Donc moi, c'est pas cette voie-là que j'ai prise. J'ai préféré m'attaquer en fait à la source du problème elle-même, donc la lumière artificielle. Raison d'ailleurs pour laquelle on est en train de travailler sur d'autres types de luminaires, parce que l'objectif, c'est que cette technologie soit pas uniquement disponible en ampoule 27, mais aussi en spot. Genre là, quoi. Exactement, mais même pour les luminaires de la ville, parce que ce qui nous impacte, nous, impacte la faune locale dans des envergures encore pires, parce que typiquement, les oiseaux dans les villes, c'est une catastrophe pour eux, parce qu'ils sont hyper sensibles à la lumière, encore plus que nous. Et à cause de tous nos spots, il y a énormément d'oiseaux qui sont complètement perturbés, ce qui fait qu'ils sont groggy le lendemain, ce qui fait qu'ils sont écrasés par les voitures. Enfin, c'est un très très gros problème. Et du coup, tu penses qu'on devrait éteindre toutes les lumières entre 1h du matin et 7h, par exemple, dans la ville? Bah, en tout cas, il faudrait, comme mes ampoules, que l'intensité et la couleur soient faibles. Parce que typiquement, vous avez vu ces insectes qui s'agglomèrent autour d'un... Bah, en fait, ça, c'est surtout sur les luminaires qui sont blancs. Parce qu'encore une fois, il y a la lumière bleue. Et les insectes reposent sur la lumière à la base du ciel étoilé ou de la lune pour s'orienter. En gros, ils ont besoin d'un point dans l'espace pour savoir s'ils volent droit. Le problème, c'est que, comme nous, ils n'avaient pas d'autres sources lumineuses pendant des centaines de millions d'années. Ils avaient uniquement le ciel étoilé. Maintenant, ils ont des spots et qui confondent malheureusement avec la Lune ou le ciel étoilé. Et c'est pour ça qu'ils tournent autour, parce qu'en fait, ils vont prendre ce spot comme un point d'ancrage et ils vont tourner. Mais ça, tu ne l'observes plus si le luminaire, par exemple, est parfaitement rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière bleue. Donc, c'est pas le signal qu'ils vont repérer. Donc effectivement, c'est hyper important qu'en fait tous nos luminaires, tous, soient changés avec cette donnée en tête. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent la préservation de la trame noire maintenant. Donc la trame bleue, c'était préserver les environnements aquatiques. La trame verte, c'était préserver les environnements forestiers, etc. Et maintenant, la trame noire, c'est préserver en fait les environnements sombres pour les espèces qui reposent là-dessus. Parce que typiquement, tous les insectes nocturnes qui sont en voie de disparition à une vitesse pas possible, c'est en partie à cause de ça. Après, le truc, c'est que en ville aussi, on mettait des lumières la nuit parce que c'est une question de sécurité. Ouais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que si ta lumière elle est tamisée, tu vois pas grand-chose et que t'as un problème, je pense que t'es quand même content d'avoir une lumière qui t'éclaire, ou même pour voir ton chemin, ou ne serait-ce que... Donc il y a aussi le côté sécurité de l'homme avant, plus que les animaux. Ça, je pense que c'est un peu le côté complexe de la chose, quoi. Tu me permets de faire une belle bascule sur un autre sujet dont on n'a pas parlé autour de la crise du confort, c'est que pour l'instant on a surtout parlé de notre physiologie et du corps, mais on n'a pas encore parlé du mental et de l'esprit. Or, il faut savoir que ça joue aussi énormément. Typiquement, je suppose que vous avez entendu parler de la crise du sens, où il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent pas en fait dans leur travail au quotidien. Il y a une des hypothèses qui a été formulée là-dessus, c'est que notre cerveau est vraiment construit pour surmonter un certain nombre de problèmes chaque jour. Typiquement, si on met quelqu'un dans une pièce et qu'il n'a rien à faire, il va se créer des problèmes il va inventer des problèmes pour les régler. On est fort. Ouais, parce qu'en fait, on est vraiment configuré pour ça, parce que c'était une question de survie pendant tout ce temps-là. Il fallait qu'on soit à l'affût d'une potentielle attaque, de repérer les choses avant les autres. Bref, tout un tas de choses qui faisaient qu'on était dans les phases actives. Le sujet, c'est qu'à l'ère moderne, il y a énormément de gens qui ne se retrouvent plus dans leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus ces challenges qui leur permettent de sustenter en fait, cet aspect de leur cerveau qui a besoin en fait, de surmonter des problèmes et de trouver du sens à la vie là-dedans.
Et donc ça, c'est un autre lien qui est fait avec la crise du confort. C'est que on vit des vies qui sont globalement extrêmement sécuritaires. Mais du coup, ça a créé d'autres problématiques qui font qu'aujourd'hui, en fait, de moins en moins de gens se retrouvent dans leur mode de vie au quotidien parce que c'est pas quelque chose qui est aligné avec, avec ce qu'ils font. Alors, ça veut pas dire que les problématiques du jour sont moins graves que celles d'avant. Il n'y a pas d'échelle du mal sur Terre. Hein, tout problème mérite d'être traité. Mais du coup, c'est une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer, comme vous, je suppose. Pourquoi on se lance dans un projet entrepreneurial comme celui-là alors qu'on sait qu'il y a 1 million de défis à surmonter et qu'il y a des matins où ça va être vraiment compliqué? C'est parce qu'on est littéralement fait pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai que j'essaie de faire un pont, tu vois, aussi avec quelque chose. L'autre jour, on rencontre quelqu'un en soirée qui dit moi, je comprends pas pourquoi tout le monde utilise pas 100% de son chômage. Tu vas comprendre où je veux en venir. Et le mec, il dit en fait, ça fait 2 ans que je bosse pas et je suis trop content parce qu'en fait, je touche le chômage. Et moi, ça m'avait un peu fatigué cette façon de faire parce que je lui dis je comprends que du coup, tu sais plus ce que tu veux faire puisque ça fait 2 ans que tu es nourri, pas gratuitement parce que tu as payé des impôts, on s'est compris, mais il y avait ce truc de Ça tombe tout seul, ça tombe tout seul. Alors, t'as payé dessus avant, donc c'est normal que tu récupères, mais il y avait ce truc où je pense qu'il y a beaucoup de gens en crise de sens aussi. Le problème, c'est que comme ils sont dans le confort, et là, je te rejoins à 100%, ils disent bon, dans le pire des cas, j'ai la maison des grands-parents et tout, et ils arrivent à tenir jusqu'à 30-35 ans. Pas tous, évidemment, je sais, mais en se disant ouais, même si je gagne pas l'argent, je vais m'en sortir. C'est un très bon exemple. C'est philosophique ce que je dis, mais il y a un vrai truc Non, à aller chercher, je pense. Justement, c'est un très bon exemple parce qu'il y a une super chaîne YouTube, c'est Cyrielle de Amy Story. Enfin, la chaîne s'appelle Amy Story. C'est une pote de Meryl. Ah, c'est vrai? Ouais. Voilà. C'est une amie aussi. Trop bien. Et du coup, elle a fait sa vidéo justement autour de ça où elle expliquait que de plus en plus de jeunes sur les réseaux. C'est vrai, oui. Mais en fait, elle expliquait aussi qu'en réalité, la vaste majorité des gens qui se retrouvent dans ces situations sont pas heureux de faire ça. Ils ont justement une perte de sens, ils ont envie de trouver quelque chose qui les anime. C'est pas la situation aussi idéale comme on la présente, quoi. Mais c'est vrai. Non, mais bien sûr, je disais pas que tout le monde était content d'avoir le chômage qui tombait, on est d'accord. Mais je pense qu'il y en a certains qui peuvent se contenter de peu et qui ne sont pas heureux de ça et du coup vont développer d'autres addictions à côté. Mais au final, il va y avoir une sorte de statu quo parce que mine de rien, à la fin, tu survis. C'est-à-dire que tu ne meurs pas. Tu crées un autre stress, quoi. J'ai l'impression. Tu déplaces un peu le stress. Ouais. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont hyper stressés au quotidien, qui font beaucoup de trucs, qui ont une charge mentale énorme. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que du coup, ces gens-là se créent un autre problème. Comme tu as dit, des addictions, ça peut être des addictions à la nourriture, au porno, aux drogues, choses comme ça, qui vont leur procurer encore plus de plaisir et donner un autre sens. Et donc, du coup, mine de rien, ce confort va créer un stress qui va détruire ta santé. Enfin, détruire, on s'entend, hein, c'est pas... Mais un stress néfaste qui va ne rien apporter à ton corps et donc du coup va créer des problèmes aussi, quoi. Là-dessus, je serais un peu plus mitigé personnellement parce que d'ailleurs, c'est un gros volet que je souhaite aborder sur ma chaîne YouTube bientôt. C'est justement toutes les pathologies mentales et toutes les problématiques qu'on a dans le monde moderne du fait des façons dont on vit. Où là, pour le coup, il y a tout un tas de pathologies qui sont en explosion aussi ces dernières années. Ces dernières décennies, mais particulièrement ces dernières années. On pense que les réseaux sociaux, par exemple, ça contribue énormément à créer des problématiques. Où là, pour le coup, en fait, pour moi, ça touche vraiment à l'enfance. Donc avant même qu'il y ait potentiellement une notion de quête de sens. Donc je pense que l'éducation fait tout. Hein. Ouais. On est d'accord sur ça. Je pense que tu as raison. Il y a forcément des personnes qui sont affectées exactement par ce que tu expliquais. Mais je pense aussi qu'il y a malheureusement une grosse portion de la population qui grandit dans des circonstances qui sont assez particulières et qui fait qu'elles n'ont pas la chance de développer une identité totale qui leur permet après d'affronter tous les problèmes de la vie, quoi. Et est-ce que, du coup, si on s'attaque aussi au confort, est-ce qu'il n'y a pas, cette peur aussi de rétrograder en termes de confort? Parce que je me dis, on a une société où on a beaucoup de confort, on est d'accord sur le fait qu'il y en a trop, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien, tu vois, qu'on aille au sport, qu'on crée des projets, que ça nous permet de nous pousser. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur, tu vois, en plus actuellement avec l'actualité de partout. Tu vois, aujourd'hui, le Premier ministre a encore démissionné. Ah, c'est vrai? Voilà, il y a 2 heures. Non, mais c'est fait divers en France. Non, mais tu vois, je me dis, il y a tellement de peur que je pense qu'il y a des gens qui ont peur aussi que le confort va en arrière, tu vois, enfin, recule. Tu penses à quoi, par exemple? Tu vois qu'on commence à se dire l'électricité devient tellement chère que peut-être que je vais plus me chauffer l'hiver. Ouais. Oui, tu parles de décroissance même à ce stade. Ouais, peut-être. Okay. Est-ce que du coup ça serait de ton point de vue positif pour la santé?
Parce que moi, je me dis, je suis quand même très content d'aller au marché et pouvoir me dire, tiens, je peux remplir mon frigo de tout bons produits. Ouais. Sincèrement, non. Parce que Non, mes ampoules marcheraient plus sans électricité. Non, mais ça, mais tu pourrais te dire peut-être que si on fait un pas en arrière, ça pourrait être mieux pour la santé. Toi, en fait, c'est pas non plus ton message. Tu dis juste, il y a des problèmes modernes, il faut des solutions modernes. Ouais. Mais toi, parce que t'en as, leur objectif, c'est retourner à l'ère du paléolithique. T'en as, ils Ouais. prennent vraiment ça, quoi. Bah alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes critiques en commentaire sur mes vidéos justement qui pensent que je clame un retour aux sources. C'est pour ça que j'évite d'utiliser le mot ancestral parce que c'est très connoté. Ouais. Alors que Ah c'est ouais. pas du tout mon point de vue. Moi, pareil, j'adore la technologie. Ah oui, je vois ça. Je t'aurais pas ça. Je me serais pas lancé dans un projet comme celui-là. Et non, pour moi, en fait, l'objectif, c'est on garde le meilleur et on enlève ce qui marche pas et puis on crée un monde encore meilleur avec ça, quoi. Pour moi, évidemment que c'est un confort. Ok. La lumière est hyper importante. On va pas vivre dans le noir juste parce que, en fait, il existe un monde où on peut utiliser la lumière sans qu'il y ait les conséquences négatives. Donc, autant le faire, quoi. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est quand même des animaux diurnes. Oui. Mais est-ce que du coup, il y a quand même des gens, tu considères, qui sont vraiment du soir? Parce que moi, j'estime qu'il y a à peu près 10% des gens qui sont vraiment du soir. Est-ce que tu penses que c'est juste des dérèglements sociétaux ou vraiment Excellente question. Là-dessus, pareil, il y a un gros débat dans la communauté scientifique où les experts du sommeil sont vraiment pas d'accord sur ce ils sujet. sont rarement d'accord, les experts? Non, mais c'est vrai, tu pourrais te C'est dire. comme la durée de sommeil. Je sais pas si avec vos invités, il y a de Ouais. grosses différences généralement. Mais sur ce que tu disais, c'est les chronotypes. Donc, est-ce que tu es plutôt une chouette qui est active la nuit? Alors, il y a des théories qui disent que ça avait un avantage évolutionnaire parce que c'était important dans la tribu quand on vivait en extérieur d'avoir des personnes qui étaient éveillées à toute heure de la nuit Ouais. pour avertir les autres. Honnêtement, quand on observe les oiseaux, c'est exactement ce qu'ils font, donc c'est pas impossible. Maintenant, il y a d'autres gens aussi qui expliquent que les chronotypes n'existent pas parce que tu peux modifier le chronotype de quelqu'un si tu lui changes complètement ses conditions lumineuses. Ok. En fait, moi, typiquement, clairement, mon chronotype est passé de je me couchais à 21h et maintenant je m'endors littéralement à 22h. Donc, et je me réveille à 5h du matin. Vraiment, l'ancien moi n'y croirait pas du tout, c'est pas possible. Peut-être Et que ça évolue avec l'âge aussi. je pense pas. Franchement, le changement ok. a tellement été. C'était en 3 semaines, quoi. Donc, je Ouais. pense Ah oui. que c'est. T'as pas vieilli beaucoup, quoi. Non, Il y avait une théorie aussi qui était que les hommes seraient plus du soir et les femmes plus du matin. j'avais Parce pas que- entendu ça. Je trouvais que c'était intéressant, c'est que on va remonter plusieurs dizaines de milliers en arrière. Mhm. Les hommes montaient le camp le soir aussi, donc ils devaient rester du soir. Et le matin, les femmes s'occupaient plutôt des enfants. Et donc là, les hommes dormaient aussi. Et je me dis, moi, je trouve ça assez logique qu'il y a un moment, dans un groupe d'individus pour la survie, t'en as qui disent laisse-moi veiller un peu plus le soir. Parce que si t'as un village qui a dormi de 22h à 5h, c'est la meilleure façon de se faire tuer, tout simplement. Donc moi, je trouve ça fait du sens que dans la nature, il y ait différents chronotypes, plus ou moins modulables. Je suis d'accord. Tu vois, toi, tu parlais de New York. Nous, on avait fait un voyage à Dubaï. Première nuit, choqué. On arrive à 22h30. Mhm. À 23h30, on est à Carrefour, parce qu'il y avait Carrefour, on fait les courses. Ouais. Je me dis, putain, un truc de fou. Donc, tu sais, t'as l'excitation de. Moi, c'est la première fois que je sortais d'Europe en plus, quasiment. Ok. Même la deuxième fois. À 1h du matin, je fais, mais en fait, on peut aller au bar, quoi. On peut aller à la plage. Tout était hyper allumé. Ouais. Et au bout de Ouais. quelques Voilà. semaines, ça nous a un peu fatigué ce côté. Ça ne dort pas du Mhm. tout. Et là-bas, ils ont, tu sais, sur les tours, ils ont le nom du propriétaire, du constructeur de la tour, tu vois, Ok. éclairé comme si ta vie en dépendait, quoi. C'était vraiment c'est Et violent donc, là. T'as deux constructeurs, tu vois, t'as Emar et Damac, et toute la nuit, vraiment avec Meryl, on se regardait, on disait, regarde là-bas, il y a 8 tours Damac, là-bas, il y en a 4. Ah ouais. Tellement que c'était éclairé, ouais. Ah non, mais alors, fun fact, on était chez nous, on avait un appartement au 15e étage, Mm. pas besoin d'allumer la lumière le soir, il suffit juste d'ouvrir les rideaux, Ah ouais. et en fait, la lumière extérieure rentrait. Du Tellement coup, c'était on a- fort. ouais, là, on avait Ah, acheté des waouh. masques de nuit et tout. Ouais. Je crois que t'as un masque de nuit aussi. Ah oui. On Merci avait d'en acheté parler. Parce qu'il est dans le fond. Non, mais on en avait un aussi, mais du coup, qui n'était pas le tien, parce que je crois que tu l'avais pas sorti. Mm. Et ça nous a bien aidé. Ouais, c'est. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Je trouve Pour la que c'est petite marrant. anecdote, c'est drôle parce que j'ai fait un Kickstarter, donc une campagne de crowdfunding pour financer le lancement financer du coup le développement de ce produit. Et j'avais fait un module avec un mentor où je lui avais dit mon slogan c'est lumière optimisée 24h/24, la lumière optimale 24h/24. Et la personne m'avait dit bah non c'est pas vrai parce que moi je rentre de voyage et il y avait les lumières partout et ça tu peux rien y faire.
Du coup, j'ai dit, bah, maintenant, si. Et donc, j'ai fait à l'effigie du logo, je sais pas si on peut... Ah bah, de toute façon, il est là sur le... Un pingouin. Du petit Lucky, exactement. Un manchot, pour être exact. Un manchot, oui, tout à fait. Ouais. Un manchot empereur, pour être exact. Mais non, mais ça, c'est très important, je trouve, la lumière. Et pourquoi je parlais de Dubaï Parce qu'on parlait de lumière à toute heure et que. Ah oui. Non, mais voilà, c'est des sujets et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais l'air est un vrai sujet aussi. Mhm. Tu l'as très bien dit, Meryl, ce côté, même si c'est pollué, ouvrez les fenêtres. Mm. Et ouais, c'est des bons sujets. Et, ok, d'accord, je comprends bien ta théorie, c'est pas. Tu rejettes pas le confort. Non. T'es juste en mode. Faut qu'on prenne le temps de bien s'adapter, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une meilleure compréhension de qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. Surtout que même d'un point de vue de la productivité, parce que là, on parle de santé, mais tu sais, je pense que pour un projet, il y a des gens qui vont être, on va dire, rattachés au projet selon différentes causes. Par exemple, je sais pas, je te dis, j'ai fait des compléments français, il y en a qui vont dire, ah, je soutiens la France, d'autres, ils vont dire, ah, mais c'est écologique, du coup, BC France, d'autres vont dire, ah, mais du coup, c'est des bonnes santé. Parce que et je pense que c'est super important de dire aussi que c'est bon pour la productivité de prendre soin de soi. Absolument. Parce que si tu performes avec ton cycle naturel, plutôt que de bosser 10 heures par jour, t'en bosses 5-6, mais bien. Hein. Et on en parlait l'autre jour, on a fait un autre podcast qui peut-être est sorti qui est sorti la semaine dernière normalement. On parlait vraiment de productivité. Et le mec disait c'est fou parce qu'avant au Fordisme, à l'époque du Fordisme, c'est vrai, tu devais bosser 8 heures pour faire le plus de choses possibles. Maintenant, en fait, si tu as la bonne idée, tu l'exécutes bien pendant quelques heures, en fait, ça peut avoir plus d'impact. Oui, ton temps ne dépend pas de ton argent. Bah alors qu'à l'époque, c'était ça. Tu vois, l'épisode, il va prendre 1h30 et tout en faire. Mais après qu'il fasse 5000 ou 100 000 vues, le travail était le même. Je trouve que c'est quand même fantastique, quoi, quand on comprend vraiment ce message. Absolument. Ouais. D'ailleurs, fun fact, le 8 heures de Ford, c'est à cause de ça qu'il y a le mythe comme quoi il faut dormir au moins 8 heures, parce que c'était c'était la décomposition de la journée en 8 heures. C'était 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de temps libre. Et c'est à cause de ça qu'est né ce mythe, parce que là, c'est pareil, il y a un gros débat sur le temps de sommeil. En fait, il y en a qui disent que ça n'a pas d'importance. Enfin, il y en a qui disent que 6 heures, ça peut être OK. Il y en a qui disent qu'il faut au moins 9 heures. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais d'ailleurs, ça me permet de revenir, faire une petite parenthèse sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, où tu disais que ça te faisait sens pour toi qu'il y avait des gens qui... il fallait qu'il y ait des gens dans la tribu qui se couchent plus tard. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'il faut savoir que l'être humain dort relativement peu quand on se compare aux autres... particulièrement aux autres grands primates. Ah ouais. Typiquement, les chimpanzés, les orang-outans dorment bien plus que nous. Ok. Donc, on ne sait pas à quoi est liée la quantité d'heures de sommeil. Typiquement, il y a Matthew Walker qui avait sorti son livre Pourquoi on dort il y a quelques années. Il avait fait tout un passage où il expliquait que on pensait que c'était lié à l'intellect, la taille du cerveau, on pensait que c'était lié à l'activité, et à chaque fois, il y a des contre-exemples dans tout. Il n'y a pas de règle universelle, il y a des espèces animales qui ont des phases ultra actives et qui dorment énormément, ultra actives et qui dorment peu. Typiquement, les éléphants, c'est énorme, mais ça dort quasiment pas. Enfin, il n'y a pas de règle. Et du coup, l'être humain dort très peu, en comparaison avec les autres grands primates. Et ça laisse penser que il est fort probable que la quantité d'heures de sommeil soit plus liée à ton environnement et quand est-ce que c'était optimal de dormir, et parce que où est-ce qu'ils se situaient tes prédateurs. Et typiquement, les plus gros prédateurs pour l'être humain, il y a de fortes chances qu'ils étaient potentiellement crépusculaires ou à l'aube. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'endort pas directement quand le soleil se couche et qu'on attend 2 à 3 heures généralement après que le soleil se soit couché pour dormir. Et c'est peut-être pour ça qu'on se réveille juste un peu avant aussi le lever du soleil, quoi. C'est vrai que je pense qu'aussi, pour aller dans ton sens, on connaît des gens qui disent « moi je suis beaucoup du soir, virgule, parce que le soir je suis tranquille ». Donc en fait, t'es pas du soir, c'est que le seul moment où t'arrives à être tranquille, c'est le soir. En fait, tu les mets dans un autre environnement. Par exemple, tu leur prends un décalage horaire de 12 heures, ce qui fait que du coup, ils sont tranquilles, tu vois, le téléphone sonne pas. Je suis sûr que ces gens deviendraient du matin aussi. Ah, c'est possible. Parce que... Carrément intéressant. T'adaptes ton mode de vie. Ouais, voilà. Je sais que... Moi, je crois vraiment au principe de chronotype. Pour autant, je rejoins quand même ce que tu dis de... je suis sûr que si on nous met tous dans le même environnement avec la lumière et tout... Enfin, s'il y a un cycle du soleil, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, tu sais, nous, on a des objets connectés pour le sommeil. Des bagues, on a oublié notre monde d'ailleurs. Et tu vois, ils disent que vraiment, les gens du soir, c'est moins de 10% des gens. Mais tout le monde se considère du soir. Et moi, je pense que c'est le problème des écrans. 10%, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une personne sur 10. Et tu dis tout le monde se considère du soir ? Non, mais pardon. Dans notre entourage, comme on a beaucoup d'entrepreneurs, c'est hyper intéressant. De créateurs, etc. Donc, tu sais, le soir, t'es en événement, tu sors, tu bosses. T'as beaucoup plus de sollicitations le soir. Beaucoup de gens disent moi, j'aime bien me coucher tard et tout. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est plus
Faudrait faire un événement business à 17h30. Non, mais C'est clair. pour innover, Moi, je préférerais, mais... nous, quand on les organise, nous, c'est ce qu'on fait. Ouais, C'est d'ailleurs. On les commence assez tôt pour que ça finisse pas trop tard. Ok. Quand on se retrouve pour manger, on vient à 19h, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, sinon, quand on se retrouve à 21h30 pour dîner, à minuit, difficile d'être en sommeil profond, quoi. Le temps de Oui, digestion, puis t'as eu la absolument. lumière, t'as eu de. Donc voilà, c'est super Il faut éviter, ouais. de ouf. Écoute, très belle grande partie sur tout ça. Est-ce qu'on parlait pas un peu de tout ce qui va être. De quoi tu veux parler en fait? Parce qu'on a T'avais tellement de vaguement sujets. parlé, on avait vaguement abordé la peau avec le soleil. Après, Ah il y oui, avait la d'autres. crème solaire. Ouais, souvent on parle là-dessus. Après, il y a aussi sur la posture, le lien avec les chaussures. Tu parles beaucoup des Vas-y, pieds. viens, on finit la crème solaire. Bah ouais, parce je que pense que- c'est un gros sujet. Je t'explique pourquoi ça nous tient à cœur. Parce que nous, notre théorie, tu nous dis ce que t'en penses. Vas-y. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas de crème solaire avant, c'est qu'il y avait une raison et qu'on pouvait tenir. Mhm. Maintenant, pourquoi il y a eu autant de problèmes de peau? C'est que, un, les gens, déjà, ils se mettaient des huiles pour bronzer plus. Et deux, ils s'exposent à des heures où c'est dangereux. Mhm. Mais que je suis convaincu que même au mois d'août, si tu t'exposes au soleil, aller jusqu'à 10h et que tu y retournes en fin d'après-midi, tu peux te passer de crème solaire. Mais le problème pour nous, c'est que les gens, ils vont à la plage de 10 à 18, là où genre les UV sont trop élevés. Ouais. Et pour moi, c'est même pas. Crème solaire parasol n'est même pas suffisant, en fait, Mhm. si on va dans ce sens-là. Qu'est-ce que t'en penses, Geoff? Eh ben, c'était le sujet de mon dernier long format où, en fait, si tu regardes tous les critères qui vont favoriser le cancer de la peau, il y en a une liste longue comme le bras. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont être experts en choisissant un, en disant, en fait, c'est ce truc-là qui génère les cancers de la peau. Moi, c'est pour ça que dans mon format, à chaque fois, ce que j'aime faire, c'est repérer l'instant historique où on a commencé à avoir un changement. Parce que généralement, ça nous donne un très bon indice de ce qui s'est vraiment opéré. Qu'est-ce Est-ce qui que- s'est passé à ce moment-là de l'époque? Exactement. Ouais, c'est Est-ce intéressant. que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est nos modes de vie? Est-ce que c'est qu'est-ce qui à ce moment-là a changé et qui a fait qu'on a commencé à voir en fait des différences dans la population? Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pareil, si on en revient à nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas tellement le choix. Ils étaient constamment exposés au soleil. Ils ne pouvaient pas se permettre de rester sous un arbre toute la journée. Encore une fois, il fallait chercher de l'eau, de la nourriture, se défendre, etc. Faire des interactions sociales. Donc, ils étaient constamment exposés au soleil, le matin, le midi, le soir. En hiver, en été, peu importe. Ce qui voulait dire que, vu que la quantité de soleil, comme tu le disais tout à l'heure, fluctue en fonction des saisons, ça veut dire que la quantité d'UV va fluctuer aussi. Et ça fait une belle sinusoïde. Grosso modo, la quantité d'UV va faire comme ça au fil de l'année, en fonction des saisons, parce qu'en été, il y en a beaucoup, en hiver, il n'y en a quasiment plus. Sauf qu'on était constamment exposés, donc ça veut dire que nous, on se retrouvait à toutes les étapes de cette sinusoïde. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Encore une fois, la révolution industrielle. Et ce qui est fou, c'est que les révolutions industrielles, avant la révolution industrielle, d'ailleurs c'est hyper le fun fact que je trouve trop intéressant, c'est qu'avant, en Europe, la peau blanche était considérée comme un facteur de beauté absolue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que les élites qui pouvaient se permettre d'avoir la peau blanche, parce que les classes pauvres étaient dans les champs et du coup étaient exposées, donc n'avaient pas cette possibilité. Il n'y a pas de crème solaire, comme tu le disais. Donc ils n'avaient pas ce problème-là. Tandis que les élites pouvaient rester, pour certains, en intérieur, et donc conserver un teint blanc toute l'année. Alors, je n'ose même pas imaginer les problèmes qu'il devait avoir avec ça. Avec la vitamine D. Ouais, c'est clair. Ouais, franchement, à chaque fois, les élites, à la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution industrielle, c'est toujours eux qui avaient les pires pathologies, il n'y a pas de, y a pas de débat. C'est intéressant. Ouais, c'est eux qui ont commencé à manger du sucre. Parce oui, qu'ils vrai. le faisaient venir. Enfin, bref. Pour revenir du coup sur l'exposition, donc la peau blanche était vraiment très bien vue, mais il y a eu un changement historique qui a fait que c'était plus bien vu du tout. Pourquoi? C'était le travail dans l'usine. En fait, fin 18e et surtout pendant tout le 19e siècle, de plus en plus d'usines ont vu le jour. Une portion, il y a eu l'exode rural qui fait qu'il y a une portion énorme. Chaque année, c'était des centaines de milliers de gens qui se déplaçaient des campagnes vers la ville pour aller travailler dans les usines. Les usines se trouvaient en ville parce qu'elles étaient proches des chemins de fer et du coup ça permettait d'accéder au port et donc pour le commerce c'était parfait. Et ce qui s'est passé, c'est que ces usines, évidemment, ils prenaient pas du tout en compte l'exposition à la lumière et donc les gens se sont retrouvés dans des espaces sombres. En plus de ça, les usines dégageaient énormément de gaz à cause du charbon. Ça créait autour des villes de la purée de pois. Purée de pois qui faisait qu'ils ne voyaient pas le soleil. Donc même quand ils sortaient, ils n'étaient pas exposés. Et en fait, c'est là que tu as eu une épidémie de rachitisme, surtout chez les enfants. Et le rachitisme, c'est dû à une carence totale en vitamine D, où tes os, en fait, prennent une mauvaise forme, parce que la vitamine D est absolument essentielle pour la formation des os. Et soudainement, la couleur blanche, la pâleur, a été identifiée avec la maladie. Et donc, il y a eu un switch qui s'est opéré, qui a mis une centaine d'années quand même. Mais il y a eu un switch, en fait, petit à petit. Et c'est hyper intéressant, parce que ça se voit dans les magazines de l'époque.
où en fait, pendant très longtemps dans les magazines, tous les conseils étaient comment conserver son teint blanc. Et en fait, progressivement, à la fin du 19e et du début du 20e, il y avait de plus en plus d'articles qui disaient comment bronzer, comment avoir le teint. Et donc c'est marrant parce qu'il y a eu une passe où en fait il y avait autant d'articles qui te conseillaient de garder le teint blanc que de bronzer. Et à un moment, c'est passé de l'autre côté. Et après, le gros changement qu'il y a eu, c'est le fait qu'il y a eu les congés payés, où là, on a pu, du jour au lendemain, partir à la mer, exactement, et donc s'exposer. Et là, le bronzage est devenu à la mode. Mais qu'est-ce qui est devenu à la mode en même temps, malheureusement? Les cancers de la peau. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand on observe le vrai changement qu'il y a eu, c'est pas tant qu'on s'expose forcément aux mauvaises heures, parce que pareil, il y a de fortes chances. Nous, on est vraiment, il y a plein de preuves comme quoi on était un chasseur du zénith. Donc il y a de fortes chances qu'on s'exposait au pire moment de la journée, qu'on prenait l'irradiation maximale. Peut-être pas en été, hein, peut-être qu'en été on se calmait un peu. Parce qu'en plus, il est très chaud. L'amplitude horaire était peut-être un peu plus élevée, donc peut-être. Mais en tout cas, on s'exposait à beaucoup d'UV, ça c'est sûr. Et pour autant, l'évolution aurait fait son travail si ça avait créé des cancers de la peau, parce que forcément, il y a une partie de la population qui aurait moins eu d'enfants, et vous connaissez l'histoire, il y aurait un nouveau trait qui aurait disparu ou apparu en fonction. Bref, c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le facteur numéro 1, et c'est vraiment, quand tu regardes la recherche scientifique de tous les critères qui amènent au cancer de la peau, celui numéro 1, mais qui est vraiment loin devant tout le monde, c'est l'intermittence de l'exposition. Ok, le fait de passer de rien à boum, je vais à la plage. Exactement. Okay. En fait, c'est littéralement comme si tu faisais pas de sport et soudainement tu faisais un développé couché de 100 kilos, quoi. Et ton corps il dit bah non, désolé, c'est pas possible. C'est vrai. Et d'ailleurs, juste avant que je te laisse finir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, des fois en France, l'hiver, qui partent au soleil, ils reviennent, ils ont des coups de soleil. Et je dis bah oui, ça fait 3 mois, ton corps il voit pas le soleil. Là, tu vas 2 mois à, je sais pas, à Cancun, je vais au Mexique, les trucs comme ça. Ça te fracasse en fait. Oui, tout à fait. C'est le deuxième critère qui est intimement lié au premier, c'est les coups de soleil, justement. Le coup de soleil, c'est le pire symptôme, c'est la pire association. C'est grave, en fait, un coup de soleil. Ah oui, il n'y a pas de coup de soleil acceptable, ça n'existe pas. Le bronzage. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, le coup de soleil, ça veut dire que comme j'expliquais tout à l'heure, notre corps repose sur les UV pour créer de la vitamine D. Donc cette vitamine D, la prévitamine D, qui nous permet de créer la vitamine D avec les rayons du soleil, sont en surface de la peau. Et cette prévitamine D se retrouve pas très loin de la mélanine, donc la mélanine, ce qui donne la couleur à notre peau et qui, justement, filtre toute ou partie de ces UV en fonction de notre teint. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quelque part, cette prévitamine D, elle nous protège, puisque tant qu'elle est là et qu'elle convertit les UV en quelque chose d'autre pour faire de la vitamine D, il n'y a pas de sujet. En revanche, si on s'est exposé pendant plusieurs heures et qu'en fait on n'a plus de prévitamine D, et qu'en plus de ça, la mélanine, on en a assez peu parce qu'on ne s'est pas exposé pendant des mois, là c'est nos cellules, les cellules de notre peau, donc les kératinocytes, ou les mélanocytes eux-mêmes. Donc les mélanocytes, ce sont les cellules de notre corps qui produisent la mélanine. Eux, quand ils sont à vide, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas produit de mélanine ou très peu pendant très longtemps, et en fait ils sont hyper susceptibles aux UV, parce qu'il y a rien au-dessus d'eux qui les protège. Et donc là, ils vont se prendre une dose de radiation avec les UV. Et à chaque fois, vous avez une petite chance que son ADN mute. La plupart du temps, son ADN mute fait que ça provoque la mort instantanée de la cellule, soit par autodestruction, soit il y a des mécanismes du corps qui en fait, permettent d'identifier si la cellule a changé. À ce moment-là, on l'exécute. Mais parfois, malheureusement, et c'est surtout quand il y a une très grosse dose, en fait, il y a suffisamment de mutations sur la même cellule pour qu'elle mute et qu'elle passe inaperçue dans le système. À ce moment-là, cette cellule va complètement perdre le contrôle. Je parlais de vie multicellulaire tout à l'heure. Elle retourne des millions d'années en arrière. Elle se dit non, moi, c'est mort. Maintenant, c'est toute seule. Ouais. Et du coup, elle va se reproduire un maximum. Et en fait, c'est ça le cancer. C'est littéralement cette cellule qui pète un câble, qui se reproduit à l'infini et qui n'écoute plus le système intégral. Ok, waouh, c'est super. Donc, en vrai, il faut quand même mettre de la crème solaire ou il faut s'exposer toute l'année pour que quand c'est l'été, notre corps est déjà un peu habitué au soleil. En fait, ça dépend tout à fait de comment tu t'exposes. Parce que typiquement, les gens qui, encore aujourd'hui, par exemple, je suis paysagiste, je passe du coup le plus gros de mon temps en extérieur, qui vente, qui pleuve, qui neige. Ces gens-là, en fait, on retrouve le mélanome, qui est la forme de cancer de la peau la plus grave, parce que c'est grosso modo la seule qui est mortelle. Enfin, il y en a d'autres formes, mais c'est beaucoup plus rare. C'est le mélanome qui est vraiment le plus dangereux. Il n'y a quasiment pas en fait, de mélanome dans ces populations-là.
Donc clairement, si on veut se protéger, d'une part, c'est éviter de s'exposer en dents de scie, en n'ayant littéralement aucun signal pendant des mois, parce que c'est l'hiver et qu'on sort pas et qu'on se protège, on ferme tout. Ouais, les peuples Et du puis Nord, soudainement, on prend l'avion, on va en Australie où on a un taux d'UV genre délirant, et on se balade sur la plage et on fait comme si on s'était exposé pendant des mois. Ça, c'est le plus gros sujet. Et donc là, évidemment qu'il faut mettre de la crème solaire. Ok, non mais d'ailleurs, ça revient à ce qu'on disait sur l'aspect évolutif, c'est que si l'être humain est né dans un environnement où la température change, c'est trop bien l'avion, on dit pas qu'il faut pas aller en Australie visiter, enfin, tu m'as compris quand je dis ça, mais il faut penser que notre biologie n'a pas été faite pour passer en 24 heures de 3 degrés à 30 Ouais. instantanément. Ah bah, le nombre de mélanomes, c'est en Australie parce qu'ils sont... En fait, nous, on a une vision du monde, on a l'impression que c'est vachement au sud, mais en fait, c'est très proche de l'équateur. Et donc, équateur veut dire que c'est là où ils ont la plus grosse quantité d'UV. Le problème, c'est que du fait de la colonisation, il y a énormément de personnes au teint blanc en Australie. Et c'est dans cette population que tu retrouves un nombre de mélanomes genre délirant. Et de décès chez les jeunes personnes, malheureusement, liés à ça. Quoi. Et du coup, t'es pas contre la crème solaire. Donc tu conseilles la crème solaire quand tu passes de rien à tout. Ah ouais, clairement. Ok. C'est le moindre mal, Ok. c'est une certitude. Et par rapport aux les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver, est-ce Je qu'il y ne a suis des- pas encore assez renseigné sur le Ok. sujet. Je peux pas... Là-dessus, je sais pas. Et est-ce qu'il y a un sujet aussi, j'avais vu, on avait un gars qui faisait ça, le druide moderne, pour ceux qui suivent Ouais, sur les je me réseaux. crois pas. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'expose au soleil l'été, mais en manche longue, Ouais, pour bah, limiter aussi les yeux. mais C'est une bonne stratégie aussi. Carrément. Bah, ça, c'est la meilleure stratégie parce que le vêtement protège beaucoup mieux que n'importe quelle crème solaire, ça, c'est sûr. Un bon vêtement en lin, tu sais, qui tient pas trop chaud. Mm. Et c'est vrai qu'en fait, tu mets ça, un short, une casquette. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des lunettes de soleil? Alors, c'est vachement intéressant aussi parce que on en revient sur La lumière. le sujet Bah oui, de la Ah oui, lumière j'y ai c'est pour pensé là. et du cycle circadien parce qu'il s'avère que les cellules intrinsèquement photosensibles dont je parlais tout à l'heure, qui sont sensibles à la lumière bleue, il s'avère qu'il y a une nouvelle hypothèse qui commence à être vérifiée, c'est que la quantité de lumière bleue qui est perçue par le corps va permettre d'activer un certain nombre de mécanismes protecteurs au niveau de la peau. Alors, on ne sait pas exactement. Est-ce que ça active, justement, je parlais tout à l'heure de systèmes dans notre corps qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas des cellules qui aient muté pour les supprimer. Est-ce que c'est ça que ça active? On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on sait que le fait d'être exposé à la lumière bleue va prévenir un pourcentage de dégâts. Après, je préfère être complètement transparent. C'est intéressant, mais le sujet principal, ça reste quand même l'exposition en dents de scie. Ouais. Ok, bah super Donc intéressant. même si t'as les yeux clairs, en fait, c'est qu'il y avait aussi le côté de, vu que c'est sombre, ça peut justement décaler le rythme, mais si t'as les yeux clairs, est-ce que ça les protège quand même? Parce qu'en plus, on parlait de vue tout à l'heure, ou faut essayer de s'habituer un peu comme la peau à prendre le soleil et à faire sans, quoi. C'est ça. Bah, il y a les deux équipes là-dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver la bonne dose. Ok. Faut s'exposer, mais pas Ok. en surcroît, quoi. Ouais. Et là, tu voulais parler de quoi tout à l'heure? Des chaussures? Moi, parce qu'on a parlé de la posture, chaussures aussi. Ouais. Ton avis là-dessus, parce que je sais que tu en parles aussi beaucoup. On le voit bien, je pense qu'au niveau des semelles, beaucoup de gens mettent des semelles orthopédiques. Il y a aussi des gens dans la santé qui parlent des chaussures soit plates ou pieds nus, etc. Bon, après, c'est aussi par rapport à comment ça s'appelle, j'ai pas le mot en français. Le grounding, ouais, voilà. Mise à la terre. Mise à la terre. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, il y a plein de Je me sujets. suis pas encore assez Voilà. intéressé à ça. Mais toi, c'est vraiment sur le côté posture, parce que Ouais. on sait aujourd'hui, d'ailleurs, on avait reçu une dentiste qui a beaucoup de choses, les dents, mais aussi que les pieds peuvent donner des problèmes de santé. Ouais. C'est quoi, là, du coup, quel genre de problème on peut avoir si on a une mauvaise posture, ou des pieds qui sont pas plats, plats, pas plats. Et bah justement, tu fais bien de parler des pieds plats parce qu'en fait, c'est tout le sujet. Nous, parmi les grandes évolutions qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, c'est la bipédie, donc le fait de marcher sur les deux pieds parce que ça a libéré nos mains et c'est grâce à ça qu'on a pu commencer à maîtriser des outils. Et donc, il a fallu que notre corps se redresse petit à petit, ce qui veut dire que le bassin, en fait, a commencé à prendre un rôle extrêmement important parce que c'est littéralement lui qui arrive à maintenir un piqué droit, qu'il vente, qu'il pleuve encore une fois. Et c'est un enjeu extrêmement difficile, mais évidemment, le premier enjeu par rapport à ça, c'est comment on est en contact avec le sol. Et donc, c'est pas du tout un hasard si notre pied est formé en voûte. Donc, il y a la voûte plantaire qui est littéralement un arc courbe. Et l'objectif de ça, c'était double. Le premier, c'était de pouvoir moduler en fait son pied par rapport à ce qu'il y avait en dessous.
Typiquement, s'il y avait un sol qui n'était pas forcément plat, caillouteux, ça permet de bien s'agripper de toutes les manières différentes. Mais l'autre chose, c'était de garder, en fait, de conserver l'énergie à chaque fois qu'on appuie sur le pied. Typiquement, imaginons que le pied il est comme ça. Chaque fois qu'on appuie dessus, du coup, ça tend comme un élastique la voûte. Et dès qu'on relève le pied, ça relâche l'élastique. Et donc, il y a une partie de l'énergie qui a été conservée. Et grâce à ça, l'être humain consomme beaucoup moins d'énergie à se déplacer qu'un chimpanzé, par exemple. Et je pourrais plus vous dire le chiffre, mais il me semble que c'est de l'ordre de 25 ou 30%. C'est un truc énorme. Et le gros souci, c'est que là, on en revient encore à la crise du confort, c'est que comment se forme le pied ? Le pied se forme tout bêtement avec l'exercice. Quand on marche, ça va générer un effort musculaire. Cet effort musculaire va faire de l'hypertrophie, le muscle va prendre l'espace. Ce muscle-là va pousser les os et tout va s'imbriquer normalement et former un pied bien conçu, quoi. Ce qui se passe à l'ère moderne, il y a plusieurs choses, mais clairement le premier coupable, c'est les chaussures modernes, telles que celles que je porte, donc je ne suis pas un bon élève là aujourd'hui, mais d'habitude je porte des chaussures minimalistes et je reviendrai tout à l'heure sur ça pourquoi. Parce que en fait, on a décidé de commencer à porter des chaussures pour des raisons logiques. Typiquement en Europe, on peut imaginer que les hivers étaient rudes et que poser le pied au sol, c'était quand même très désagréable. Donc on a commencé à fabriquer des chaussures. Esthétique aussi peut-être. Après, il y a l'esthétique qui est venue là-dedans. Mais maintenant, il y a un très gros changement. C'est que justement, par rapport à l'esthétisme, depuis le XVIIIe siècle, typiquement, la chaussure à talons, du fait de Louis XIV, a pris de plus en plus d'espace. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir qu'à la base, la chaussure à talons, c'était quelque chose de militaire. C'était les cavaliers perses qui se servaient de ça pour garder le pied à l'étrier. Donc le talon permettait de bloquer dans l'étrier. Les immortels, ils s'appelaient. Ah, Non. je sais pas, peut-être. Et la légende raconte que Louis XIV, du coup, avait fait appel à eux et qu'il avait trouvé ça incroyablement stylé, que du coup, c'était devenu la mode. Le problème, c'est que ça a lancé une mode qui n'a jamais quitté depuis, c'est effectivement la mode de la chaussure. Alors, moi, je suis le premier, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo là-dessus. Évidemment, ça peut être très beau une chaussure. Le problème de ces chaussures-là, c'est que petit à petit, on a commencé à renfermer nos pieds. D'une part, c'est-à-dire qu'à la base, tu vois, notre main, elle est jamais comme ça. Moi, ma main, en état naturel, elle est pas comme ça. Elle est comme ça. Un pied, ça devrait être à peu près la même chose. Pas à ce point-là, mais un pied, ça devrait pas être comme ça. Un pied, ça devrait être un petit peu écarté quand même de manière naturelle. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'on porte tous des chaussures qui sont hyper refermées, qui vont du coup comprimer les orteils entre eux. Et c'est à cause de ça qu'il y a les allus valgus, parce que tu as le pouce du coup qui va rentrer vers l'intérieur, tu as le petit doigt qui va aussi superposer sur l'autre. Tu as aussi l'os là qui ressort, il y en a qui ont l'os du pied là qui ressort. Ouais, c'est ça l'allus valgus. Ah ouais, ok, c'est ça, ouais. Et tu es obligé de faire une opération qui marche même pas certaines fois. Enfin, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est le premier truc. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on reposait aussi beaucoup sur l'espacement entre nos orteils pour la posture, parce que ça nous permettait de nous adapter aussi. Typiquement, quand on regarde les dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui restent sur Terre, ils utilisent énormément leurs pieds. Et pour la plupart, je crois qu'il y a une exception ou deux où ils ont adopté les chaussures modernes, mais pour la plupart, du coup, ils ont les orteils qui sont vraiment espacés, quoi. Et pour des raisons d'hygiène aussi, peut-être, les chaussures. Je me dis, tu marches pieds nus en pleine rue, tu vois. Je ne vois pas marcher une semaine à Paris pieds nus. C'est la raison pour laquelle on forme de la corde. Ok. Normalement, quand tu utilises ton pied, tu formes de la peau dure. Là, c'est bien fait le corps humain, quand même. Ouais, c'est ça. Et nous, du coup, maintenant, on a des pieds de bébé, donc c'est plus esthétique, c'est sûr, mais c'est moins pratique, effectivement, si tu marches sur un caillou, quoi. Et donc, l'autre enjeu, c'est que, typiquement, les chaussures que je porte, elles ont... Alors, c'est des Nike Air Max, hein, mais en fait, on se dit... traditionnellement, c'est les filles qui portent les talons, ce que tu veux. En réalité, toutes les baskets ont des talons énormes comme ça. Genre, c'est des semelles compensées quasiment toutes. Et dedans, tu as une semelle qui est littéralement un coussin. C'est-à-dire qu'en fait, on marche constamment sur des coussins. Donc, c'est super agréable parce que... on aimerait tous marcher sur des coussins en permanence. C'est beaucoup plus agréable que de marcher sur un sol dur. Le problème, c'est que ça génère de l'atrophie musculaire, puisque on se sert plus. Enfin, il y a certains muscles dont on va plus servir à cause de ça, parce qu'à marcher sur des coussins, tu vas plutôt appuyer en fait constamment sur l'intérieur, alors que normalement, on utilisait l'intérieur, l'extérieur, l'avant, le derrière. Ouais. Alors que là, on va avoir nos pieds qui sont constamment vers l'intérieur. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens, je crois que maintenant c'est plus de 50% de la population, qui va en fait marcher sur l'intérieur du pied. Et quand tu marches sur l'intérieur du pied, pour t'adapter, tu es obligé d'ouvrir les pieds. Donc la posture en canard, même léger. Hein. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ta cheville, elle est plus alignée avec ton genou.
Parce qu'à l'état normal, tu avais ton pied qui faisait une ligne directrice directement avec la cheville, qui faisait une ligne directrice avec le genou, et qui remontait directement vers la hanche, qui remontait dans ta colonne vertébrale jusqu'à ton cou, et tu t'étais bien fait, quoi. Alors que là, aujourd'hui, ton pied est basculé, et donc, déjà d'entrée, ça marche plus à ce niveau-là. Donc après, tu vas essayer de te rattraper, mais du coup, est-ce que c'est tes genoux qui prennent? Est-ce que c'est tes hanches? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est tout? Et c'est la raison pour laquelle tu as énormément de problèmes aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui doivent mettre des semelles orthopédiques, parce qu'ils en sont à un stade où leur pied est devenu parfaitement plat. En fait, à force de marcher comme ça, ton pied devient... tu n'as plus la forme de la voûte plantaire, donc tu perds en fait cette partie de la fonction, ton pied est plat et tu n'as plus d'alignement, et donc tu es obligé de mettre une semelle pour rééquilibrer, reformer la courbe. Okay. Exactement. Et après avoir le bon alignement, et donc tu as des podologues qui font ça très bien. Mais pour info, petite parenthèse, il y a une catégorie de la population, c'est tous les gens qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Il y a un pourcentage non négligeable de la population qui ont les pieds plats naturellement. Donc c'est pas grave. Pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez les pieds plats naturellement, c'est possible que ce soit pas un problème. Du coup, non, t'allais dire, est-ce qu'il faut que les enfants marchent pieds nus? Ouais, je veux dire, est-ce que du coup, il faut qu'on marche pieds nus pour, au moins, dès qu'on peut à la maison, etc., pour s'habituer justement à toucher n'importe quelle surface et surtout à pas être les pieds compressés? C'est exactement ce que je fais. Ouais. Écoute, ça. Je me suis fait... j'ai eu une belle altercation avec ma podologue, justement. Ok. Donc, elle me fait mes semelles et tout. Moi, j'ai toujours les pieds plats. Okay. Je suis monsieur pieds plats, tu vois. Et là, elle me fait des semelles récemment. Elle me dit, moi, je vous conseille d'acheter ces chaussons pour vous les mettre dedans. C'est à quoi je dis, non, moi, justement, dès que je peux enlever mes chaussures. D'ailleurs, là, je le ferai presque pour le tournage, mais en fait, mais en vrai, tu vois... Et là, vraiment, elle me dit, alors, vous arrêtez les tongs et tout, parce que c'est aussi les tongs, à ce qui paraît, c'est très mauvais pour les pieds, mais surtout, elle me dit, faut vraiment que dans les chaussons, vous les mettiez. Ouais. Et moi, il y a quand même un côté de, mais en fait, je pense que marcher sans chaussures, il y a un côté très naturel qui est beaucoup plus confortable. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais une podologue qui était en mode, non, mais il faut juste que tu dormes sans chaussures et c'est tout. Là, au moins, je serais en mode, je pense que mes pieds seraient mieux si je marchais tout le temps pieds nus. Ouais. Je pense que ça dépend des cas, effectivement. Ce que tu dis me rappelle beaucoup certains opticiens qui disent aux personnes myopes, typiquement, qu'il faut qu'elles portent leurs lunettes en permanence. Or, il y a certaines personnes maintenant qui alertent sur le fait que du coup les yeux deviennent feignants parce que tu les entraînes toujours dans la même position, alors que si tu enlevais tes lunettes... Okay, ouais. Mais après, le truc, c'est que d'une personne à une autre, je pense qu'il y a des différences qui sont tellement énormes. Je pense que c'est à toi de voir. Moi, typiquement, à titre anecdotique, j'ai toujours eu des problèmes de genoux. Donc, j'avais été voir plein d'orthopédistes quand j'étais petit parce que j'avais des douleurs aux genoux à chaque fois qu'on faisait du sport ou quoi que ce soit. T'as Osgood? De quoi? T'as Osgood au genou? Osgood? Ouais, non, c'est quoi? C'est un problème de genou que je l'ai, donc je vous dis si tu l'as. Ah, c'est vrai? J'ai peut-être pas le bon nom. Moi, ils appelaient ça une dysplasie. Non, c'est pas. Je sais plus le nom exact. Mais bref, et ça s'aggravait du coup avec l'âge. Okay. Où à chaque fois, typiquement, quand je faisais des squats, laisse tomber, c'était une torture pour moi. Je comprenais pas pourquoi les gens aimaient ça. Et puis finalement, ça a fait tilt quand je me suis renseigné sur les pieds, parce que j'avais justement la posture des pieds inclinée vers l'intérieur, donc j'ouvrais mes pieds, donc mes genoux en fait partaient vers l'extérieur, et donc ça faisait qu'à chaque fois que je dépliais ma jambe, ça frottait légèrement ma rotule sur le côté. Et depuis que je porte des chaussures minimalistes, donc les chaussures minimalistes sont conçues pour faire comme si tu n'avais pas de chaussures. Donc tu as ce qu'ils appellent la toe box, donc la boîte à orteils, où littéralement tu as de l'espace pour les orteils et tu n'as pas de semelle. Je crois qu'elle fait 1 mm ou 2. Okay, et c'est comme si tu marchais directement par terre. Et donc ça fait plus de 2 ans, peut-être 3 maintenant, que je marche avec ça. Et mes problèmes aux genoux ont disparu. C'est joli comme chaussure ou pas? Non. Raison pour laquelle j'en porte pas aujourd'hui. Ouais. Non, mais du coup, ok, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il faut que tu as des projets impact, Lucky, je prononce bien, Nutripreneur. En fait, il faut aussi penser à améliorer la santé et qu'il y a un côté toujours esthétique. Tu regardes, nous, le packaging, bon, on le trouve très beau après, t'aimes ou t'aimes pas, mais il est stylé. Il y a beaucoup de gens qui disent. C'est sympa. On le trouve sympa et tu vois, on s'est dit, ok, faut qu'on fasse des produits de santé qualité, mais en même temps, il faut aussi les rendre beaux. Parce que si on fait ça dans un sachet en disant regardez, on a économisé de l'argent sur le prix, et ben en fait, personne n'aura envie de l'acheter, quoi que les gens disent. Même le consommer, parce que du coup, tu vas dire mais c'est un médicament ou c'est un machin, tu vois. Et il faudrait pas que les gens se disent que quelque chose qui les aide ait une image un peu trop médicale ou trop hôpital du truc. Et donc, en fait, c'est vrai que d'allier santé et beauté peut aussi permettre aux gens de se dire ok,
En fait, je sais pas, c'est beau, je le mets à côté de moi, j'y pense, et donc du coup, je serai en meilleure santé parce que je le prendrai tous les jours. Absolument, Là, tu le sais. packaging, il est beau, Ouais. le packaging. Ah, tu merci vois. beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ça fait plaisir. Franchement, tu vendrais ça en mode. Tu dirais, regardez, on a fait des économies, on vend ça, l'unité limite dans un bac, servez-vous. Ouais. Je sais pas si les gens le prendraient. Ah quoi. je suis 100% aligné avec vous là-dessus et merci pour le packaging parce que j'y ai passé un bon bout de temps et pour moi c'est hyper important aussi et je pense qu'il y a toute une école de gens qui disent que l'esthétisme est un truc surfait humain. Pour moi c'est parfaitement naturel en fait je pense d'aimer le beau, qu'à quoi, à l'état naturel on observait littéralement les éléments pour savoir si c'était un danger ou non. Et ça, ces sens-là nous ont pas quittés. Donc clairement, quand on observe un packaging, en fait, ça évoque chez nous un certain nombre de choses. Et donc, si c'est pas propre, si c'est potentiellement c'est un danger, donc ça va nous paraître. Et il y a des associations d'idées qui sont faites, qui sont absolument délirantes et dont on se rend même pas compte. Donc Ouais. pour moi, c'est clairement essentiel. C'est bien conscient, mais du coup, il faudrait que quelqu'un crée des chaussures minimalistes mais jolies, quoi. Et justement, c'est drôle parce qu'il faut que j'appelle un ami. Donc j'ai fait un parcours, il s'appelle Ticket for Change en 2022 pour lancer ce projet-là. Donc c'est justement un incubateur pour entreprises à impact. Et dans le cadre de ce parcours, j'avais rencontré quelqu'un un an plus tard qui avait fait le parcours l'année d'après, dont c'était le projet. Précisément ça, de faire des chaussures minimalistes Tu vois, portables. Il y a un vrai... Non, mais du coup, il y a un vrai besoin. Ah oui, carrément. Moi, je Ouais, disais, franchement, trop bien. parce que franchement, moi, à chaque fois, je les porte parce que c'est le bonheur. Mais tu peux être sûr que quand les gens me voient avec ça, ils me posent toujours la question. C'est Trop bien. Et du coup, pour revenir au pied, tu conseilles aux enfants, aux plus petits, de toujours marcher pieds nus ou peut-être à la limite en chaussons, chaussettes pour pas glisser. S'il y a un côté, ça peut glisser. Mais bon, généralement, le pied, tu glisses pas quand t'es pieds nus, tu glisses plutôt quand t'es en chaussettes. Ça tu conseilles? Maintenant, de toute façon, c'est ce qui est conseillé de manière générale. Nous, quand on était gamin, c'était plutôt l'inverse où on disait à nos parents qu'il fallait acheter des chaussures fermées pour tenir le pied. Ouais. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ils disent qu'il faut justement laisser le pied se former, quoi. Ça dépend, parce que moi, j'ai ma filleule et tu vois, on lui a conseillé, elle a 2 ans et demi, donc Ouais. elle marche bien. On lui conseille des chaussons. À la crèche, il faut qu'elle ait des chaussons. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ok. et du coup, il y a quand même une semelle, c'est quand même un peu dur. Et bon, après, peut-être que ça dépend aussi de l'éducation qui te l'a fait transmettre et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas encore dans les mœurs, tu vois. Ah, Puis il y absolument. en a qui vont penser qu'ils vont tomber malades s'ils marchent pieds nus, tu Ah, vois, le c'est côté. un ami de bientôt, ça. Ouais. On en parle souvent de ça, mais ouais, il y a aussi ce mythe de tu penses que comme tu marches pieds nus, tu tombes malade et tout. Ouais. Et je Ah, pense de toute peut-être façon, que les gens ont peur, alors que finalement, c'est comme tu dis, c'est le développement naturel d'un enfant. Moi, j'avoue que, bon, je dis pas que je suis un exemple, mais j'ai toujours marché pieds nus, et c'est vrai que j'ai pas les pieds plats. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, j'aime bien. En plus, je trouve ça tellement agréable de marcher pieds nus et pas être enfermé. Comme tu dis aujourd'hui, surtout les chaussures pour femmes, tu vois. Ouais. C'est très fin, c'est vrai que tu sens que ton pied il est compressé dedans. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait du bien de laisser respirer le pied, quoi. Tu m'étonnes. Mm. T'as les pieds plats aussi? Non, justement, j'ai Ok. les pieds bien voûtés, je Ok, trouve. ouais. Ouais. Ouais, un aqueduc, le truc. Je te Il jure. se fait ma gueule à chaque fois. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un sujet que tu souhaites aborder, qui te tenait à cœur, ou une conclusion de tout ce qu'on a vu? Il y a peut-être un truc que j'ai pas abordé. Je fais peut-être un appel du pied à des personnes qui ont des agies vasculaires de la face. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Mais en fait, pour la petite anecdote, comment j'ai entendu parler du cycle circadien pour la première fois? En fait, il n'y a pas de hasard. C'est quand j'étais étudiant à la fac, en parallèle de mes études, je bossais dans un Castorama. Et on m'avait placé dans le rayon des luminaires. Donc, moi, j'ai toujours eu en fait une appétence pour tout ce qui était aménagement intérieur. Ce fait de bien se sentir, comprendre en fait comment ton environnement t'impacte, etc. Déjà, à cet âge-là, ça m'intéressait vachement. Donc, chez moi, à chaque fois, mes potes, ça les faisait rire parce que j'avais l'éclairage du soir tamisé, l'éclairage de la journée, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans le rayon des luminaires à gérer notamment les ampoules. Et donc, déjà à l'époque, j'avais identifié qu'il y avait une grosse problématique, c'est que les gens ne savaient jamais ce qu'il fallait acheter. Parce qu'en fait, il y a tellement de références, il y a tellement de types. Donc, je m'étais dit, faudrait inventer l'ampoule universelle. La voici. Mais surtout, le deuxième sujet qui est un peu moins drôle, malheureusement, c'est que quand j'ai commencé ce taf-là, j'ai commencé à avoir j'ai toujours eu des troubles du sommeil, mais là, c'est devenu vraiment catastrophique. Il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est que j'étais en décalé, donc parfois je travaillais à 5h du matin, des fois à 16h, donc ça joue. Mais c'est surtout, en fait, j'ai commencé à développer ce que j'appelais à l'époque des très grosses migraines, donc des maux de tête assez violents. Et en fait, à l'époque, malheureusement, j'ai pas su ce que c'était, mais je savais très bien que c'était lié à mon taf, parce qu'à chaque fois, ça se déclarait soit pendant, soit juste après.
Et en fait, c'est quelques années plus tard que j'ai su ce qui s'était passé, parce que j'ai lu un article qui expliquait que Daniel Radcliffe, donc l'acteur qui joue Harry Potter, quand il était sur le tournage des films, parfois il devait interrompre le tournage parce qu'il avait justement des grosses migraines. Et il traduisait ça par une douleur unilatérale, où en fait c'est une partie du visage, où tu as l'impression que quelqu'un essaye de t'arracher l'œil et tout. Et ça correspondait exactement à ce que je vivais. Donc c'est vraiment les migraines, genre un niveau cata. Donc, moi, à chaque fois, je disais, je suis migraineux, mais en fait, c'était pas du tout ça. C'est donc des algies vasculaires de la face. Donc, grâce à ça, je suis allé voir un médecin qui m'a renvoyé vers un neurologue et qui m'a confirmé que c'était ça que j'avais. Et malheureusement, il m'a dit, en fait, il n'y a pas de traitement. Alors, il y a un médicament, mais qui marche pas sur tout le monde. Les anti-inflammatoires, les Doliprane, ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, les crises surviennent un peu au hasard, non, parce qu'il y a plein de facteurs, justement, c'est là où je veux en venir. Mais les crises surviennent un peu comme ça. Et tu en as pour certaines personnes, c'est 15 minutes, d'autres c'est 90, d'autres c'est 3 heures, d'autres c'est même 6. Moi, du coup, j'avais des crises qui fluctuaient un peu. Et encore, franchement, j'étais à un niveau... moi, c'est le truc, ça me mettait à terre. Il fallait que je m'enferme. J'appuyais là comme ça. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ont ça plusieurs fois par jour. C'est dramatique. Et en fait, le neurologue m'avait expliqué qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas traiter. En revanche, on peut essayer de prévenir. Et c'est là qu'il m'avait parlé de cycle circadien, qui m'avait dit que la seule chose qu'on sait, c'est que cette maladie est provoquée par les perturbations circadiennes, et donc l'exposition à la lumière. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette chose-là la première fois. Et donc, petit message d'espoir, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont la même chose que moi. Depuis que j'ai ça, c'est ouf à quel point mes crises ont diminué. Je ne vais pas dire qu'elles ont disparu, mais maintenant, c'est une fois toutes les 3 mois, quoi. Donc, c'est carrément vivable, alors qu'avant, c'était constant, quoi. Ça arrive d'un coup ? C'est arrivé quand je bossais chez Casto. Okay, je veux dire, quand t'as une crise, tu peux être au volant et d'un coup, bam. Non, moi c'est souvent le matin. Et puis de toute façon, en plus, je le sens parce que ça monte progressivement. C'est vraiment étape par étape. Où je le sens en plus que je suis pas de bonne humeur, parce que tu deviens très vite agité. Et malheureusement, ce matin, je me suis réveillé comme ça, justement. Alors c'était une petite crise, heureusement, mais c'est justement parce que je pense qu'hier soir, j'ai été surexposé à la lumière. Et donc ce matin, ça n'a pas loupé. Ça m'en a fait une petite. Et donc c'est petit à petit. Et tu le sens, il y a ton nez qui se bouche. Donc tu vois que tu respires mal, mais il y a aussi le fait que la mauvaise respiration y contribue beaucoup, donc c'est l'un nourrit l'autre. Ça bloque tous tes systèmes. De toute façon, on le dit souvent dans le sommeil, même de base, le sommeil, c'est tellement à la base de tout que quand tu as un bon sommeil, tu rééquilibres tout, aussi bien tes hormones que le rythme circadien, et comme tout découle de ça, effectivement, quand tu as un bon sommeil, après, derrière, tu vois que tu as beaucoup moins de pathologies, que les choses vont beaucoup mieux. Ah, absolument. Et que les gens se sentent mieux, quoi. Moi, déjà, mes crises avaient vachement diminué quand j'ai complètement modifié mon alimentation, quand j'ai fait attention à mon sommeil, à la quantité d'eau que je buvais, à la quantité de sel aussi, parce que je viens d'une famille où on se vantait de pas saler nos plats, et c'est un gros sujet. C'est un vrai problème. Ce n'est pas bien de pas saler ses plats. Enfin, il faut du sel, il en faut pas trop, mais il en faut quand même. Et donc ça a énormément joué aussi, mais clairement, après, c'est un ensemble, t'as raison. Tu sais, pour le sel, un exemple que j'aime bien donner aux gens, quand ils disent « mais t'es sûr que le sel, c'est bon ?» Je dis « si demain, tous les produits que t'achètes sont enrichis en vitamine C, au bout d'un moment, on va dire « attention, la vitamine C, elle est pas bonne. » C'est juste que tous les produits sont salés, mais je pense que toi et nous deux, je suis sûr, on mange pas industriel, donc on a besoin de sel. C'est des électrolytes. C'est les électrolytes, ça t'hydrate et tu les élimines quand tu transpires, quand sous stress et tout. Donc effectivement, si t'en as pas, t'es déshydraté et tu peux avoir d'autres problèmes aussi. Non mais tu vois, je pense que pour faire passer l'idée des métaphores, c'est bien. Si demain tu mets de la vitamine C partout, bon, même si elle est éliminée par l'urine, donc peut-être que l'exemple n'est pas ouf. Mais si, je suis convaincu que... quand même, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, si on mange 8 grammes de vitamine C par jour, je pense qu'il y aurait des petits soucis aussi. C'est comme la vitamine D. C'est typiquement, tu as certains médecins qui prescrivent des 150 000 unités. D'un coup, surtout, c'est ça. D'un coup, et si tu manges du calcium en même temps que ça, tu vas créer une hypercalcémie qui va former littéralement des plaques... au niveau des artères, il me semble. C'est violent. En fait, le corps, encore une fois, la dose fait le poison, quoi. Il y a toujours, pour 100% des choses, le bon niveau. Il y a le pas assez et il y a le trop, quoi. Il faut jamais être comme le confort. Surtout que tu l'utilises tous les jours, donc il en faut un peu chaque jour et pas trop d'un coup, parce que sinon, soit tu t'adaptes pas, c'est ça. ou soit justement tu l'assimiles pas. Donc, exactement. Geoff, merci.
Avec plaisir. Ouais, c'était Merci trop beaucoup. On met quoi en description? Ta chaîne YouTube, le lien de Lucky. Insta, t'es pas encore au top dessus ou tu t'es lancé là? Si, je me C'est suis bon. lancé là, justement. Ok. C'est en train de démarrer, donc c'est cool. Trop Donc, bien, parce que venez ouais. sur Insta aussi. Pour l'anecdote, j'ai contacté Geoff il y a 2 ans. Ouais. On a mis du temps à l'organiser. C'est peut-être passé dans les invitations, j'ai peut-être pas vu. Non mais merci beaucoup d'être venu. Bravo pour ton Ouais. projet. Merci. Voilà, pensez à vous abonner aussi. Ouais. C'est Abonnez-vous, important. likez, commentez. Hein. Et on Ça vous nous- met en description le lien aussi du e-book qui récapitule tout ce qu'on a vu. Et Dieu sait qu'on a vu beaucoup de choses. Donc merci beaucoup. On a abordé plein de sujets qu'on n'avait jamais abordés. Ouais. Tout ce qui était rythme circadien. On voulait un épisode sur ça aussi, on a parlé. On voulait un épisode sur le confort, on l'a eu. Donc merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Ouais, Avec plaisir. Merci à vous. merci.